Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Spoilers, un nouvel entretien pour cette saison 3. On est très heureux d'accueillir un nouvel invité après un entretien avec Nora Boisouni qui était extrêmement intéressant et qui avait l'air de bien vous plaire. On a eu des très bons retours. Donc voilà, on renouvelle l'expérience. On renouvelle, quand je dis on, alors une nouvelle fois Briac ne sera pas des nôtres malheureusement pour cette émission puisqu'il est, voilà. On va créer une légende sur l'absence de Briac, on va... toujours des petits indices. Bon voilà, je peux pas tout vous dire, mais voilà. On peut rien vous dire. Je ne peux rien vous dire. En revanche, Guillaume sera des nôtres, bien sûr, pour cette émission. Comment ça va, Guillaume ? Ça va bien, écoute. Ça va bien. Podcast matinal, voilà, pour les petits insiders. Oui. On n'a jamais enregistré aussitôt, je pense. Non, c'est plutôt en soirée d'habitude, mais écoute, voilà, on est frais, on n'a pas toute la journée dans les pads, donc c'est parfait. Ça va être très sympa. Et surtout, on est extrêmement heureux d'accueillir Valentin Vincent pour cet entretien. Salut Valentin. Salut. Ça va ? Ça va, écoute, on se retrouve à l'heure du petit-déj, c'est pas mal. C'est ça, on va partager un petit thé et on va partager surtout sur ta carrière, ton parcours en tant que réalisateur, scénariste, enfin un petit point aussi au cas où certaines personnes n'étaient pas au fait de ta carrière. Tu es donc scénariste et réalisateur, je l'ai déjà dit, et tu as également été auteur de vidéos YouTube telles que Assassin des Templiers et bien sûr, il a commencé par ça, le culot. Mais bien sûr sur Golden Moustache, bien entendu, entre 2013 et 2019, et on te doit les séries 8, Radioactive et Les Emmerdeurs, parce que voilà, j'ai commencé par Assassin de Templiers, mais tu as quand même réalisé et scénarisé une des 2 premières séries estampillées YouTube Originals pour YouTube Premium avec Les Emmerdeurs. Donc voilà, c'est quand même extrêmement classe tout ça. Et en parallèle, tu as ta BD Trousse Boy qui sort le 27 avril aux éditions Glénat. On en reparlera un petit peu plus tard. Et il t'arrive de punker ton tube, évidemment, à l'occasion. C'est arrivé, voilà. Est-ce que cette petite présentation te convient ? Alors, j'ai cru comprendre qu'une partie... Bah, c'est vrai que la référence à Assassin des Templiers, je m'y attendais pas. Ah bah, 80 millions de vues, c'est ça ? Je vais vérifier avant l'émission, mais quand même, possible. Il faut juste que je raconte en 2 secondes. C'est juste que, effectivement, j'ai écrit pas mal de choses pour Golden Moustache, un peu pour Norman et notamment cette vidéo, mais sauf que Norman était venu nous chercher avec Julien pour écrire un rap sur Assassin's Creed et vraiment on s'est dit mais pourquoi nous quoi, qu'est-ce que donc, je me retrouve dans un studio, en plus je me retrouve à un moment vraiment dans un gros studio et je sais plus quel rappeur passe dans le studio, enfin vraiment, et moi j'étais là à essayer de trouver des rimes avec Assassin des Templiers et voilà, drôle d'expérience. Au final je sais même pas ce qui reste vraiment de ce que j'avais proposé, mais c'était rigolo. Ça a quand même cartonné quoi. Mais après oui, j'ai beaucoup écrit pour Golden et aujourd'hui un peu pour Cyprien aussi. Ça me fait du bien parce que ça fait longtemps que je m'étais un peu éloigné du côté sketch et tout, et on se retrouve toutes les semaines avec Julien, Jocelyn et Cyprien pour réfléchir un peu à ces vidéos, et donc c'est rigolo. On retrouve un peu cette dynamique qu'il y avait à Golden avant. Ouais, toutes les semaines en plus, avec peut-être moins l'immédiateté de devoir être productif direct. Ouais, c'est juste qu'on réfléchit voilà aux futures vidéos de la chaîne de Cyprien. Ok. Bon, bah écoute, hâte de voir tout ça. Du coup, merci de venir dans Spoilers. Est-ce que, alors, comme tu le sais, donc nous on est spécialisés, on va dire. Alors, en tout cas, on se focalise plus sur les séries fantastiques et de science-fiction. Est-ce que toi, c'est déjà quelque chose qui t'a marqué ? Est-ce que t'as eu peut-être une première expérience, une première série qui t'a giflé petit dans ces domaines-là ? En vrai, je vais être honnête, en série. Pas tant, parce que comme je l'avais dit déjà pour la capsule et tout, j'étais plus sur de l'unitaire de genre, enfin du film quoi. Ah si, je vais citer un truc, je sais même plus le nom. En fait, je me souviens petit sur M6 d'avoir été marqué par une série qu'ils avaient diffusée le temps d'un été, où il y avait une meuf qui traversait un peu des mondes fantastiques. Il y avait une histoire de loup-garou. Faut retrouver le nom. C'était ça vous dit rien? Mais il y avait tout. Il y avait des elfes, c'était un peu le Seigneur des Anneaux, mais des favelas, quoi. Enfin, c'était vraiment, et c'est M6 qui avait diffusé ça.
Et je me souviens qu'il y avait, j'avais trouvé ça incroyable, mais j'ai jamais vu la fin. Et il y a quelques temps, justement, j'avais retrouvé le nom et c'est mon truc, de jamais avoir vu la fin. Vous allez voir. Il y a quelques temps, j'ai retrouvé le nom et en fait, c'est horrible. Ça vous dit rien? Il y avait tout. Il y avait des elfes, des gobelins. C'était quelqu'un de New York qui se retrouvait d'un coup. Bah écoute, si. Je pense qu'effectivement, je vois de quoi tu parles parce que je pense qu'on en a parlé il y a pas très longtemps sur notre Twitter parce que à mon avis, c'est plutôt une série un peu estampillée série de Noël, mais qui avait pu être diffusée à d'autres. Et il y a pas un truc genre c'est pas un truc genre les 9 royaumes ou je sais pas quoi. Et effectivement, c'est une série genre italo-germano-française avec tout un tas de figures un peu issues. Ah, c'est ça. C'est le 10e royaume. Le 10e royaume. Alors c'est un plaisir parce que autant on a souvent les mêmes séries qui sont citées à cette question. Là, c'est ça. là non. Tu Là, on l'a t'attendais pas vu, genre, quelles sont tes références? La série Le 10e royaume sur M6. Projeté à travers un miroir magique, Virginia va se laisser entraîner dans une folle aventure, dans une réalité où fées et sorcières côtoient lutins, princes et autres créatures incroyables. C'est ça. Il y avait tout. Et, oui. j'ai très envie de revoir ça. Il y avait des trolls, il y avait un mec qui était un loup-garou, et c'est juste que je sais pas, il devait diffuser 2 épisodes par semaine ou 3 peut-être sur M6, et j'ai jamais vu les derniers, donc je ne sais pas comment ça se termine. Donc je vais regarder ça. Donc ça, tu parles, voilà, parmi les premières séries de fantasy. Voilà, Mais ça, quand on te demande la série qui t'a marqué dans ton enfance en SFF, c'est le 10e royaume, c'est ça. c'était ça et les aventures de Lois et Clark. Ça compte ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais ça m'a marqué parce qu'en vrai, c'était à une époque, je sais pas quand ça a été diffusé, 2000, ouais. Et donc, il n'y avait pas eu encore Le Seigneur des Anneaux, c'est 2001, enfin, en tout cas au cinéma, mais, et du coup, je pense qu'en vrai, c'était un peu ma première approche en série, en tout cas, c'est sûr, de fantasy, quoi. Parce que sinon, en fantasy, j'avais vu Willow, quoi, ou Princess Bride à l'époque. Donc, je suis content d'avoir trouvé cette série. Yes. Et tout ce qui est justement cinéma, mais ça peut être BD, roman, tout ça, c'est des trucs qui t'ont forgé ou bon. En cinéma plus parce que justement, je me souviens de Willow, de Princess Bride, que j'ai jamais revu d'ailleurs, tous ces films-là. Je sais que Willow a apparemment plutôt mal vieilli. Ouais, et puis ça va être rebooté bientôt sur Disney+. Mais donc, du coup, oui, c'est ça. Et puis l'histoire sans fin aussi, je me souviens bien de ça. Mais là, je parle vraiment des premières, Ouais. des premiers souvenirs de fantasy et puis de science-fiction, c'était Star Wars, où je crois que j'ai commencé par le Retour du Jedi. Et en fait, je les ai vus complètement dans le désordre, la trilogie originale. Et je crois que c'est vraiment que à partir du moment où la prélogie est sortie et où je me suis vraiment intéressé, que j'ai compris qu'il y avait un ordre avant. Oui. Et que j'ai regardé. Beaucoup de gens étaient dans cette situation, je te rassure. Mais moi, c'était ma grande sœur qui m'avait fait découvrir, du coup, le Retour du Jedi. Mais je crois que ça fait partie un peu du mythe de Star Wars aussi, de découvrir les choses dans le désordre quand on est gosse et d'en avoir un peu un souvenir flou comme ça. Je comprenais rien, je voyais juste j'aimais bien les Ewoks parce que j'étais vraiment petit, et puis voilà, j'aimais bien tout le truc, mais par contre, après, c'était un vrai, quand j'ai revu vraiment Un Nouvel Espoir, c'est vraiment celui qui m'a marqué et qui m'a mis une claque, où j'ai regardé en boucle le début, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment fasciné par ce début. Et du coup, non, là pour le coup, mais en science-fiction, c'était ça, ouais. Un souvenir marquant. Et un peu plus tard, tu parlais dans ta capsule d'Alien qui... Oui, non, Alien, c'est j'adore Alien, mais vraiment, je pense que c'est le meilleur film de science-fiction que pour moi. Enfin, pas qu'il existe, je pense qu'il y en a plein d'autres et des super. Mais c'est le plus marquant pour moi parce que je l'ai découvert assez tard, je l'ai découvert à la fac avec un pote à moi, Jérémy, que je salue, qui est dans le groupe de musique d'ailleurs, qui est le batteur de Kawaii. Ah, ok. Et j'étais en coloc avec lui à la fac et on s'est dit tiens, mais en fait on n'a jamais vu Alien ni l'un ni l'autre, alors que ça fait partie des classiques. Et donc regardons-le, et j'ai pris vraiment une grosse claque, et on a enchaîné les 4, enfin on a enchaîné genre un par soir, quoi, un truc. Ouais. Et j'ai vraiment aimé tout, et ce que je dis, c'est que moi j'adore le 1 et le 2, que je vois vraiment comme un diptyque, j'ai pas de préféré entre Alien et Aliens. C'est difficile. J'adore ce que, ouais, c'est ça.
le début d'Alien, vraiment pareil, je peux le regarder. C'est vraiment un des rares films où je regarde le début comme ça en boucle. Ah ouais. Et puis Aliens, c'est toute la construction du film que je trouve vraiment maîtrisée. Tout ce qu'il raconte est super bien. Et c'est pas que un film. L'apothéose finale peut-être aussi. Et c'est pas que un film bourrin de genre il y en a plus et on a des armes et tout. Je trouve que toute l'histoire avec Newt et tout marche trop bien. Enfin, tout marche super bien. Et puis les autres, je les aime parce que ils sont justement très différents et que j'aime que dans cette saga, il y a eu jusqu'aux 4 des réalisateurs différents qui ont essayé et qui ont apporté quelque chose. Et je les ai revus dernièrement, les 4, donc j'avais avec un peu un œil neuf et il y a vraiment des trucs à sauver dans le 3 et le 4, pas du tout les mêmes choses, mais il y a des trucs, quoi. Il y a des trucs qui tiennent plus du tout la route. Mais voilà. Surtout le 3, j'imagine, en termes visuellement, c'est... Ouais, le 3, il fait un peu plus mal sur les... C'est douloureux à l'œil. En fait, il y a des trucs très beaux visuellement, mais il y a les premiers effets, enfin, les effets spéciaux sur la laine qui sont dégueulasses. Et qui sont même pas faits à l'ordi, c'est une incruste pourrie de stop motion et c'est affreux. Ça, c'est terrible. Mais mais il y a des bons trucs, mais oui, sous une épaisse couche de CGI catastrophique, quoi. Donc difficile. Et en parlant de capsule de Noël, est-ce que donc cette fin de Anna, Je l'ai jamais vue. Je pense que donc j'étais à l'épisode 6, je crois, quand j'ai fait cette capsule en disant je sais pas où, et c'était très bien, hein. Et écoute, ce n'était plus sur Arte après, parce que j'ai regardé sur Arte en replay, et donc j'ai jamais vu la fin. Et j'ai pas cherché à la voir, donc... Zut. La déception va être intense chez tous nos auditeurs, auditrices qui attendaient impatiemment, tu sais, de savoir ton avis. Mais ça m'arrive tellement de rester comme ça sur... Mais je reste sur une note positive, hein, donc... Ah mais c'est étonnant ça, du coup tu regardes, ça t'arrive si souvent que ça de tout voir et d'arrêter C'est pas vraiment volontaire, c'est que, je sais pas, enfin là j'ai fait d'autres choses, je me suis mis à regarder d'autres choses et donc j'ai oublié, voilà. Et ça veut dire qu'il y a quand même enfin, ça t'accroche pas suffisamment pour que tu te dises, genre, il faut absolument que je la voie, d'aller jusqu'à même la télécharger, tu vois, pour... Non, c'est vrai que ça va là, effectivement, j'en ai parlé dans la capsule, donc, mais j'ai trouvé ça très bien, mais effectivement, il y a, au final, pas suffisamment pour me dire, il faut absolument que je sache la fin, quoi. Mais enfin, d'en parler, je me dis quand même, merde, qu'est-ce qui est devenu à ces personnages? Il faut quand même que je sache où ça va. Donc je vais peut-être quand même m'y mettre. Bah écoute, on va passer un petit peu plus à ta carrière dans le détail, parce que tu es l'un des showrunners, l'un des rares showrunners français finalement, surtout dans ces domaines, séries de science-fiction, fantastique, un petit peu comme Les Emmerdeurs. Oui. Bah, écoute Guillaume, je te laisse reprendre la main si tu le souhaites. Ouais, effectivement, ça se compte un petit peu sur les doigts d'une main, mine de rien. En France, les gens qui peuvent se targuer d'avoir comme ça sur leur CV plusieurs écritures et réalisations de séries. Alors toi, tu as un petit peu fait les deux, parfois de la coécriture, parfois de l'écriture sur un concept original de quelqu'un d'autre, et parfois tout écriture comme réalisation de toi avec le concours, j'ai l'impression, d'un de tes fidèles qui est Stéphane Carlo. Peut-être que tu nous en parleras au fur et à mesure. Et on avait envie, évidemment, du coup, t'interroger un petit peu sur la manière dont tu travaillais par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'avait amené à réaliser des séries? Parce qu'on vient de le voir, t'es pas forcément un consommateur de séries forcené, ou en tout cas, tu papillonnes comme ça, et puis tu t'es pas forcément dans peut-être l'analyse, ou en tout cas le côté un peu fanboy de choses vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de voir que finalement t'en as réalisé plusieurs. Déjà, peut-être pourquoi est-ce qu'il y a une raison sur laquelle, peut-être tu as déjà un petit peu répondu, mais sur le fait que tu regardes pas beaucoup de séries, en tout cas beaucoup de séries de genre? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question d'intérêt? En vrai, c'est vraiment une question de temps, j'en regarde. Mais en fait, moi, je trouve très bien les nouveaux formats de séries qui sont des séries, ce qui s'appelle les mini-séries, mais de 7-8 épisodes. Et ça, moi, je trouve ça vraiment bien parce que c'est vraiment un truc de temps, c'est qu'on a tellement accès maintenant à tellement de choses et il y a tellement de choses intéressantes que c'est vraiment j'ai plus le courage de me lancer je vais pas me lancer je me lancerai pas dans Game of Thrones et c'est 8 saisons aujourd'hui, quoi. Mais c'est vraiment pour ça. Après je consomme pas mal,
la fantasy, c'est juste, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai essayé des choses qui m'ont pas marqué. Sur Amazon, il y avait l'adaptation du bouquin avec l'ours qui a une armure. La pire description. Is Dark Materials à la croisée des mondes qui est dispo sur C'est OCS en France. Ouais. Bah typiquement j'ai pas fini non plus, ça m'a, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Alors peut-être c'est un mauvais exemple, mais non mais pourquoi je parlais de ça? Oui non, je consomme des séries et c'est juste, effectivement tu l'as dit, c'est qu'il y a tellement de choses que je suis plus amené aujourd'hui à me dire bon bah je regarde un film que j'ai envie de voir parce que ça va durer 2 heures et après c'est fini, ou une série courte, c'est pas du tout de la fantasy mais une série comme Tchernobyl, voilà, j'ai trouvé ça parfait, c'est 7 épisodes, c'était super bien fait, et voilà quoi. Tu préfères t'investir dans une mini-série que sur des saisons et des saisons, même si t'adores ou t'as quand même vu des séries comme ça de plein de saisons. Oui, je suis allé jusqu'à la saison 6 de Walking Dead. Ah, pas mal. Fallait y aller quand même jusqu'à la 6. Ouais, franchement, bravo là. Ok, j'ai rien dit. Tu es persévérant, effectivement. Là, j'ai arrêté. J'ai jamais vu la fin, mais là, j'ai la flemme un peu là. Non, mais non, il y a un spin-off supplémentaire qui arrive. Si, j'ai vu les 10 saisons de Friends et les 9 de How I Met Your Mother, mais c'est pas tellement le sujet. Très peu de fantastique, malheureusement, mais ouais, c'est l'idée. Mais non, c'est vrai que en vrai, je parlais de Game of Thrones. Moi, j'ai pas vu Game of Thrones. Enfin, j'ai vu la saison 1, 2 et 8. Ah, oui. Ah, ok. Ouais, tu t'es dit, là, pour le coup, j'ai envie de savoir la fin, mais... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé la 1 et la 2 parce que au tout début, quoi, j'étais intéressé, voilà. Ouais. Et j'ai pas continué, je sais plus pourquoi, mais pour des raisons de... J'avais accroché sans être non plus complètement accro. Et après, le truc a pris complètement et je me suis senti dépassé par... tout le monde ne parlait que de ça. Et en fait, j'ai rattrapé à la 8 parce que je me suis retrouvé à un moment, c'était pour le 3e épisode de la saison 8, dans un festival où du coup ils l'ont projeté un peu en douce dans un cinéma parce que la nuit, tu sais, à 3h du mat quand ça venait de sortir, donc il y avait un truc un peu où c'était un peu cool quoi. J'étais content de participer à ça avec les gens et je me suis dit c'est quand même chouette, j'ai envie du coup de vivre la fin de la série avec un peu tout le monde, et donc j'ai rattrapé et surtout je me suis rendu compte que quand tu avais vu la saison 1 et 2 et que tu prenais sur la 8, bah en fait il ne restait que les personnages que je connaissais. Tous les autres au milieu étaient morts. Donc, de toute façon, en fait, je connaissais tout le monde, mais vraiment, je connaissais tous les persos. J'avais pas mais c'est qui lui, machin et tout. Et du coup, j'étais pas perdu. Et donc, j'ai rattrapé, et en fait, j'ai un peu regardé, c'est la pire chose pour la découvrir, cette série, hein, mais j'ai regardé des résumés, les épisodes clés et tout, pour pouvoir regarder la 8 et ce qui est con parce que je sais bien que c'est un peu la plus décriée, donc j'ai participé, j'ai regardé toutes les semaines la saison que les gens ont le moins aimé. Mais du coup, j'ai l'impression de connaître Game of Thrones parce que en faisant ça, je connaissais tout le monde en fait, je connaissais que les personnages qui restaient et le reste, j'avais que les infos essentielles. Donc en fait, je me souvenais de tout quoi. Donc je me suis souvenu de discussions, j'étais presque plus calé sur des personnages que des gens qui avaient vu la série, alors que j'avais rien vu. J'avais triché. Et du coup, t'as pu te dire en même temps que tout le monde, mais c'est de la merde cette fin de saison. Justement, de pas du tout avoir été, de pas avoir accroché au reste. Mais encore une fois, je pense que ça aurait pu m'intéresser. C'est par un manque de temps, je suis passé à côté. Et puis une fois que j'étais passé à côté, j'ai pas eu envie de m'y remettre. C'est qu'en fait, moi j'ai trouvé que c'était vachement bien ce qui s'y racontait, mais que ça se passait en anime, enfin notamment le revirement de Daenerys qui se passe voilà. Et c'est juste que moi la même chose racontée pour le coup en plus d'épisodes, je trouvais que en gros le fond je trouve était bien, mais que ça a été fait hyper rapidement quoi. Après, j'ai pas l'analyse de tout le reste, hein, c'est peut-être une connerie, mais... C'est un peu ça, hein, ça a été violent pour, même quand tu regardais la série, c'est vrai que elle se met à détruire d'un coup, toute une ville et les marcheurs blancs, c'est un peu la même histoire. Ouais, du coup, moi, en regardant la saison 1, 2 et 8, ça allait très vite, quoi.
C'est genre, ils arrivent, oh mon Dieu, ils arrivent, ah, c'est bon, en fait. Ouais. T'as pas eu la frustration d'avoir des miettes pendant 7 saisons et effectivement avant Ouais. le final, quoi. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur la fin de Game of Thrones, vous pouvez écouter notre épisode qu'on y a consacré avec Florent Favard, spécialisé dans la fin de l'écriture des séries, avec son livre, voilà, qu'on avait tourné pendant le confinement il y a 2 ans. Oui, ça date un petit peu. Mais alors, du coup, si t'es pas effectivement plus, on va dire, consommateur de séries que ça, pourtant tu t'es quand même illustré dans le genre, puisque a priori, enfin, une bonne partie de ta production d'écriture et de réalisation sont des choses qui sont fantastiques de SF ou qui s'inscrivent dans des grandes figures, on va dire, de la mythologie des monstres et ce genre de choses. Ça veut dire que malgré tout, le genre est quelque chose qui t'intéresse quand même bien, ou ça permet juste d'écrire des trucs cool et de raconter autre chose, mais c'est plus un prétexte? Non, je suis très attiré par le genre, j'ai toujours aimé le genre. C'est ce qui m'a marqué au plus tôt, que ce soit du coup de la SF ou du fantastique, c'est quand même ce que j'aimais. Je suis la génération qui a un peu appris à lire avec Harry Potter et c'était aussi une entrée dans la fantasy et non moi j'aime au contraire j'aime bien le genre. J'aime bien en fait j'ai fait de la J'aime bien les deux parce que j'ai fait aussi pour avoir écrit beaucoup de sketchs j'ai écrit des choses vraiment un peu terre à terre, juste de la comédie même sociale et tout. J'ai travaillé sur ce genre de choses. Mais j'ai toujours ce truc moi ce que j'aime c'est quand je découvre une histoire, c'est d'être transporté, c'est pas de voir même si ça peut me plaire aussi, j'allais dire de voir mes propres soucis à l'écran, mais je suis aussi le public qui aime voyager dans un monde que je connais pas ou que c'est pour ça que j'adore comme je disais sur la capsule, j'adore les trucs de post-apo. J'aime c'est pour ça que j'ai voulu en faire aussi. Et non je suis très attaché à essayer de faire du genre et aussi parce que on n'en a pas énormément en France, alors qu'il y a plein de gens qui en font très bien et qui ont envie d'en faire, et que du coup c'est toujours plaisant de réussir un tout petit peu à en faire, quoi. Ça pour le côté plus vraiment production, quoi. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est notre génération, même si on a des âges un peu différents, je pense, mais globalement, on est à peu près de la même génération, a quand même l'envie de promouvoir, j'ai l'impression, les genres de l'imaginaire, et que même si ça pousse pas aux plateformes de diffusion grand public ou même aux chaînes de télévision, on voit quand même que souvent dans la production, notamment sur YouTube, il y a souvent cet ingrédient qui permet de twister un récit, qui permet de distiller comme ça une petite graine fantastique. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a un petit peu... ce qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as pu faire, c'est que souvent, j'avais le sentiment que tu développais un univers qui était bien plus vaste que l'histoire que tu racontais dans la vidéo, qui sont souvent du coup des cours de 3-4 minutes, on va dire. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu confirmes qu'à l'écriture, souvent, tu t'envisageais ça comme quelque chose de plus vaste, que c'est un besoin que tu as à l'écriture de dessiner un peu les contours d'un univers ou Ce qui est vrai, c'est que moi, je suis arrivé chez Golden Moustache un peu par hasard. J'écrivais avec Julien Josselin, Jules Fou à l'époque, ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Et mais on s'est rencontrés nous à la fac de ciné à Rennes et c'était pas du tout dans une volonté de faire du sketch. En vrai, le premier truc sur lequel on a travaillé ensemble, c'était un projet de série de zombies. Donc on était déjà c'était une série humoristique avec des zombies et un truc d'aventure. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à beaucoup discuter. Puis en parallèle, lui, il faisait ses petites capsules humoristiques, ses vidéos Jules Fou. Et du coup, je lui ai filé des petits coups de main et c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire de la comédie et des blagues et ensuite on a travaillé chacun dans l'audiovisuel, en tant que monteur d'ailleurs aussi tous les deux. Et ensuite lui est rentré à Golden Moustache et il m'a proposé. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré les autres auteurs, que j'ai fait des réunions, etc. Et du coup que je me suis retrouvé à devoir écrire du format court et de la comédie. Et à aimer ça et à découvrir ça, mais à la base moi j'avais fait une fac de ciné pour raconter des histoires longues, pour pouvoir faire des films ou des séries. J'avais commencé à travailler avec Julien, c'était sur des projets de séries et j'ai toujours eu ça en tête. Moi j'ai toujours plutôt voulu ça
que du sketch. J'ai toujours été même plus à l'aise dans essayer de raconter des histoires que juste trouver un concept de sketch fort, tu vois, en 2 minutes, quoi. Et effectivement, du coup, c'est pour ça que dans mes premiers sketchs comme l'Assemblée intergalactique, c'était avec des extraterrestres qui avaient un truc, une dimension de science-fiction. Et qui, bon, à la base, clairement, hein, c'était Kaamelott avec des extraterrestres, mais tu vois, typiquement, quand tu parles de ce que j'avais réfléchi à plus loin, j'ai longtemps écrit une suite à ce sketch, qui était vraiment, qui restait une suite très humoristique, quoi, très sketch, mais j'aimais bien les persos que j'avais créés pour ce sketch, et j'avais envie de les voir évoluer déjà ailleurs. J'avais envie d'un épisode 2 où ils sont plus autour de cette table, de casser ce truc-là, et ils sont justement sur une planète, et de faire de la science-fiction avec peu de moyens, en me disant, bah franchement, avec les costumes qu'on a, on les met dans une forêt et on met 3 éléments qui volent autour d'eux, et c'est bon, quoi. On a un truc de science-fiction, et on a un décor, et on a une planète, et il n'y a pas besoin d'aller... Et du coup, ouais, j'avais déjà effectivement cette envie-là d'aller un peu plus loin sur les univers que j'avais pu explorer dans des sketchs. T'as commencé par t'essayer à la série avant même le format court. C'est plutôt ça peut être plutôt l'inverse. Là, tu t'es dit zombie. Après, j'y connaissais rien. Ouais, c'était dans l'expérimentation. Enfin, ce que je veux dire, c'est justement ça, c'est que tes envies premières étaient vraiment de s'essayer à ça, c'est c'est pas toi que je vais apprendre, mais ça a l'air très très difficile d'écrire une série, et dans la pluralité des personnages et dans la continuité, etc. Vous vous êtes dit, bah, on a qu'à tenter un truc difficile direct, avec des zombies en plus, quoi. Ouais, mais en fait, c'était une idée de Julien, et il m'en avait parlé, et en fait, c'était vraiment à force d'en discuter, on avait commencé à construire un peu les personnages, et puis ce qui pouvait se passer tout au long de la saison. Et c'est vrai qu'on avait commencé sans y connaître grand chose à l'époque, mais à structurer, à déjà quand même avoir une volonté de structure. On s'était quand même rendu compte, en tant aussi que consommateur de séries, que voilà, tu peux pas, il fallait quand même savoir où tu vas dans chaque épisode et dans la saison. Mais oui, c'est vrai, j'ai commencé par ça, mais bon, c'était à petite échelle. Après, j'ai vraiment appris à écrire en faisant après du sketch, du format court, et même de la pub. Ça t'a permis après d'essayer tous ces formats-là. Je vous propose qu'on passe justement aux 2 séries, à 2 des séries qui vont nous intéresser aujourd'hui. D'abord Les Emmerdeurs, donc en 2018. Donc comme je l'ai dit, une des 2 premières séries YouTube Originals avec Groom. Série très cool aussi, qu'on vous invite à aller voir. C'est pas du tout dans nos domaines science-fiction, etc. Mais c'est une série très cool. 2 saisons pour le coup. Même s'il y a un robot dans un épisode, donc comme quoi. Oui. C'est ça. Ça reste une petite touche SF. Là où Les Emmerdeurs, et ça, Guillaume, c'est exactement ça tout à l'heure quand tu disais twister un univers en rajoutant un peu de science-fiction et de fantasy, puisque l'histoire de base, c'est une bande de jeunes qui se retrouvent résistants malgré eux au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et grâce à un procédé de type boisson mystérieuse, ils se retrouvent pourvus de super pouvoirs, tout simplement. Sauf qu'ils ont pas du tout envie d'être résistants au départ. Voilà, c'est un peu le pitch de base. Donc toi, t'as été un des premiers finalement français à développer ça, avec Florent Bernard notamment qui a participé à l'écriture. Je vais essayer de faire vite parce que la genèse des Emmerdeurs est un peu compliquée. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Mais au contraire, c'est intéressant. En gros, c'est un projet qui a été développé au début par Raphaël Descraques et Julien Josselin. Donc le pitch, 4 adolescents avec des super pouvoirs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui ont développé ce concept et qui ont fait une première version de ce qu'on appelle une bible, donc donc en fait où il y avait déjà un peu beaucoup de choses, des personnages, des épisodes, tout ça. Et c'est ça qui a été acheté par YouTube Premium. Et ensuite, eux, pour des raisons diverses d'agenda et d'envie, voulaient pas continuer à le faire. Et du coup, le projet a été repris par quelqu'un qui s'appelle Vladimir Rodionov. Et c'est là où moi, j'ai été appelé d'ailleurs, pour redévelopper la Bible avec Vladimir et un autre auteur qui s'appelle Julien Rizzo. Et du coup, à nous 3, on a refait une Bible à partir de leur pitch. Parce que Vladimir voulait changer pas mal de choses. Du coup, il y a plein de choses qui restent. Enfin,
l'idée de la série reste la même, mais on a changé un peu des personnages, et surtout, pour le coup, on a développé une intrigue sur 10 épisodes qui est différente, qui était pas la même. Ok. Et donc voilà, donc en gros on a fait une nouvelle version de l'histoire de leur pitch. Et ensuite, effectivement, il y a on était pas mal d'auteurs à écrire les épisodes, à dialoguer les épisodes, dont Florent Bernard, qu'on a dialogué 2. Moi, on en a fait 2 chacun, moi j'en ai fait 2 aussi. Et donc voilà, il y avait, je vais essayer de tous les citer vu que j'ai commencé à les citer. Donc Vladimir Rodionov, Julien Rizzo, Florent Bernard, Avril Tambouret, Juliana Grignon et moi. Et Romain Lancry qui a un petit peu participé aussi, je crois. Ok. Et ça, c'était on s'est répartis après les dialogués. Et ensuite, Florent Bernard a fait effectivement du script doctoring sur l'ensemble, pour un petit peu, comme on n'a pas tous la même façon de dialoguer et tout, pour un peu homogénéiser le tout. Et ensuite, quand j'ai appris que finalement je co-réalisais la série, ce qui n'était pas prévu à la base, du coup, et ensuite on a refait une passe ensemble avec Flaubert, et c'était très drôle parce qu'en gros on s'est pris 3 jours, on avait un bureau pour nous pendant 3 jours, et il fallait juste qu'on améliore des trucs, qu'on mette des blagues, qu'on change des petits dialogues et tout, et c'était super parce qu'en fait t'as toute la matière, et t'étais juste c'était vraiment 3 jours à chercher des blagues à rajouter, à chercher des petits trucs. C'était du peaufinage ensemble, et on a beaucoup rigolé. Et la chance qu'on a, c'est qu'en plus on a un peu le même ton, donc les mêmes choses, les mêmes dialogues nous faisaient rire. Ouais. On a un peu la même façon de dialoguer. Vous étiez compatibles, d'accord. Et ce qui est petite anecdote, c'est qu'on s'amusait entre nous, comme on nous avait dit, faudrait qu'il y ait un peu plus de blagues et tout, à juste rajouter à mettre des blagues de paix partout. Mais qu'on allait virer après, ensuite, avant de les envoyer à la prod. Mais chaque fois, c'était bon, sinon, là, Albert, il fait du vélo et il pète, quoi. Et, ouais, ok, c'est génial. Et on a fait ça sur tous les trucs. Et à un moment, on s'est dit, putain, j'espère qu'on n'en a pas oublié. Parce que sinon, j'imagine la gueule de Google qui fait genre. Et donc là, il pète dans la fiole. Oui, non, mais c'est. Mais voilà. C'est bon pour nous, on vous signe. C'est pour nous, c'était c'est VDF, ça. Mais voilà. Et du coup, c'était assez confortable, la préparation. Enfin, là, on comprend bien effectivement qu'il y a eu quand même pas mal de détours, de virages et tout dans la préparation de la série, la pré-prod et tout ça, mais vous avez eu l'air d'avoir le temps quand même, ou en tout cas les moyens de faire quelque chose de confortable. Et en fait, ça fait bizarre parce que je cite beaucoup de noms et tout, mais en vrai, ça s'est fait plutôt naturellement. Il y a eu, en fait, entre le moment où il y a eu cette première version de Julien et Raphaël, et puis ensuite où on l'a repris, il y a eu aussi du temps, donc ça a permis d'un peu savoir vers où il fallait qu'on aille sur cette nouvelle version, et en fait c'est par grosse période, quoi. Après à 3 on a eu tout l'été, un truc genre 3-4 mois pour refaire une bible, donc c'était tout l'été, on a travaillé tout l'été avec les autres auteurs, et donc non, ça s'est fait plutôt naturellement en fait, et après en vrai c'est que sur 10 épisodes qui est 5 auteurs, je crois que sur Groom ils doivent être à peu près pareil, hein, puisqu'ils étaient aussi un petit pôle d'auteurs, donc ça se fait naturellement, quoi. Oui, de manière générale, la création de la série, elle est souvent gérée par un pool d'auteurs, effectivement. Et effectivement, Florent et moi, donc d'abord Florent puis ensuite ensemble, on avait ce rôle d'homogénéiser le tout, pour que justement on n'ait pas l'impression qu'il y a eu plein d'auteurs différents. Et toi, ton intérêt, il a été immédiat, on va dire, pour le pitch et tout. Enfin, tu dis que t'as pas été impliqué dès le début, mais plutôt appelé par tes compétences de réalisation, de scénarisme. Comment tu t'es inséré là-dedans, en fait ? Déjà que moi je suis très proche de Julien, et je connaissais le projet puisque en fait il m'en avait parlé régulièrement. J'étais en vacances avec lui quand avec Raphaël ils hésitaient à continuer ou pas, donc j'étais un peu derrière à écouter ce qui allait se passer, et mais c'était pas prévu. Enfin, je ne sais pas qui a pris vraiment la décision après de m'appeler pour bosser dessus, mais c'est pas genre Julien qui a dit bon je le fais pas, mais je mets Valentin à la place. Ça s'est vraiment fait de façon séparée. Mais oui, moi ça me donnait envie. Je me disais, mais enfin, justement, c'était série d'époque, d'aventure,
avec des pouvoirs en plus, donc justement un truc un peu fantastique. C'était une opportunité assez folle, et moi j'étais trop content de pouvoir bosser là-dessus. Et j'ai pris mon pied tout l'été à réfléchir à la série et aux arches et aux personnages, et il y avait un truc ouais, non, moi j'étais vraiment content, et j'en suis ça reste le projet pour lequel j'ai le plus d'attache aujourd'hui, parce que ça a été long, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, en gros, ça a été quasiment presque 3 ans en tout, parce que le temps après le tournage, puis ça ne s'est pas sorti tout de suite, donc on l'a gardé un peu pour nous pendant 6 mois. Enfin, et non, j'en suis encore très attaché, et j'étais trop content de pouvoir faire ça. On pouvait faire ouais, un film d'époque avec des pouvoirs et des ados, et en France. Enfin, un film. Tu vois, je dis un film, mais c'est une histoire. Moi, je fais pas trop de différence entre film et série. Et je pense pas un jour pouvoir le refaire, malheureusement, j'espère, mais voilà. C'est le plus pur exemple de super-héros à la française, justement, parce que à la française, c'est littéralement une période historique de l'histoire que tout le monde connaît, Ouais. et encore une fois, twistée par des super pouvoirs. Mais il y a un truc qui était une volonté de Vladimir, qui était du coup le directeur d'écriture qui a repris le projet, c'est qu'il voulait que la série marche sans les pouvoirs, justement, et que ce soit d'abord une série qu'on réfléchisse d'abord aux intrigues, aux personnages, aux enjeux, qui soient, en gros, les pouvoirs, ce soit un peu un bonus. Et je pense que c'était une bonne idée. Après presque, quand je le vois maintenant avec du recul, je me dis c'est presque trop ça, parce que au final les pouvoirs sont presque trop anecdotiques, et je pense qu'on aurait pu rééquilibrer un peu plus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on avait cette volonté que la série soit surtout une série avec des ados pendant la Seconde Guerre mondiale qui tiennent la route, et qui soit pas que comédie aussi. Ça a été un gros débat entre grosses guillemets avec Google, mais parce que à la base ils avaient accepté de faire la série parce ils voulaient une série humoristique, c'était pas le cas non plus de la série de Raph et Julien. Il y avait déjà ce ton. Je pense que on avait cette volonté beaucoup chez Golden, que ce soit Julien ou Florent Bernard, d'écrire en fait des histoires qui soient pas que de la parodie, quoi, qui soient justement un peu plus qu'on puisse rigoler, mais qu'on puisse aussi avoir des enjeux forts et des personnages qui disparaissent, et que dans la même série, quoi. Oui, ça se sent en général dans les choses que tu fais, en particulier du coup, qui a cette dimension plus émotionnelle aussi. Enfin, l'existence des personnages est là. Un des derniers que tu as pu faire court enfin en tout cas visible sur la chaîne de Golden Moustache, c'est du coup ce court-métrage post-apocalyptique. Certes, effectivement, il y a une certaine forme d'humour un peu absurde, mais c'est surtout très centré sur les personnages et très émotionnel quelque part. Et justement, du coup, peut-être YouTube ou Google a eu une influence sur la création des emmerdeurs. Est-ce qu'il y a eu un peu de pression de ce côté-là? Parce qu'il y a quand même un objectif derrière qui était potentiellement de pousser l'abonnement sur la nouvelle offre. Hein. C'était un peu ça le cadre. Il y a eu beaucoup de séries à travers le monde à être mises en œuvre pour la promotion de ce nouveau type d'abonnement, parce qu'ils voulaient clairement devenir une sorte de concurrent à Netflix. Avec des productions originales. Comment cet aspect-là du contexte de la série, il a joué ou pas? Est-ce que tu as le droit d'en parler? Oui, je pense. Non, Google a pas. La crainte qu'il y a eu, c'était une crainte, c'était plus une curiosité, c'était sur ce côté comédie, où il pensait que ce serait vraiment un truc de comédie. Et nous, comme d'ailleurs la version de Julien et Raph, était plus un truc d'aventure, avec des blagues, parce que c'est ce qui nous plaît aussi, et en fait moi je pense que je mettrais de la comédie partout, même dans le drame, je pense qu'il faut de la légèreté, quoi. Et bon, là c'était un peu plus poussé parce que c'est quand même une série humoristique, mais voilà. Et donc c'était plus leur crainte, où on a un peu dû défendre, et jusqu'au voilà, cette passe avec Flaubert, où vraiment le but c'était rajouter des blagues parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait pas assez, et je pense que ça a fait beaucoup de bien. Et donc c'était assez juste de leur part on était presque trop allé dans le drame de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il fallait remettre un peu de légèreté.
Mais sinon, on a quand même été très libre sur la conception de la série. Sur le casting, ils ont été plus chiants parce que justement, ça devait représenter YouTube. Et nous, c'était pas du tout ce qu'on imaginait. On voulait vraiment juste... à la base, on voulait mettre même 4 inconnus. C'est ça, vous vouliez pas des têtes d'affiche Non, on voulait juste surtout faire passer des castings et trouver 4 ados qui soient super, quoi. Et j'allais dire que Justine, c'est presque un accident, mais c'est pas un accident parce qu'on était très contents, mais on avait même pas envisagé du tout Justine Le Potier dans le rôle, et en fait, on avait même envisagé personne de Golden dans un des rôles des 4 ados, parce que pour nous, ils étaient plus jeunes, et voilà, c'était pas on voulait des nouvelles têtes, et c'est juste que en fait elle le raconte souvent, Justine, mais elle était en train de manger avec McFly pendant les castings des emmerdeurs, et donc elle me fait mais je pourrais peut-être passer le casting et tout, et McFly me dit mais oui pourquoi tu prends pas Justine. Je dis bah c'était vrai qu'on n'a pas pensé, mais si tu veux écoute, j'ai les textes, on fait passer les castings tout l'après-midi, donc si t'as un quart d'heure, tiens, voilà des textes, et puis voilà. Et en fait, c'était super, elle est arrivée, et Google nous a regardé en disant, bah, elle est très bien, elle. Et en plus, elle vient de YouTube, donc ça fait... Et vous l'envisagez pour un autre rôle en plus, le rôle de la tenancière. Ouais, on l'avait envisagé pour En fait, on voulait mettre un peu tout Golden, et tous les copains d'internet, mais sur plein de... Et c'est ce qu'on leur disait, on disait, non, mais les 4, on veut pas, mais vous inquiétez pas, il y aura un peu tout le web autour, quoi. Mais on voulait surtout des bons comédiens, et pas juste... Et donc, il y avait mais on a eu des listes de casting qui étaient très drôles. On a eu des trucs que Google proposait. Sur la même liste, il y avait Catherine Deneuve et Thibaut InShape. Tu fais, ah oui, d'accord. Donc, ils voulaient le haut du panier. Enfin, ils voulaient des grands comédiens français, mais sans même savoir si c'était des noms, quoi. Ils savaient que Catherine Deneuve était connue, et qu'on n'a pas eu. Hein. Wow. Une version des emmerdeurs avec Thibaut InShape, ça aurait été drôle. Et Thibaut InShape parce que youtubeur connu. Mais ça a été un tout petit moment sur lequel en fait on a beaucoup rigolé, et après ils ont aussi participé au casting, et voilà, ils étaient d'accord avec nous. Il y a eu des évidences comme les rôles comme Paul Scarfoglio ou Camille, qui ont été un peu des évidences de genre mais c'est tellement le rôle qu'on peut pas chercher quelqu'un d'autre en fait. Et je pense que Justine les a rassurés aussi en disant bon, il y a quand même un peu une tête d'affiche de Golden, et puis autour il y avait tous les copains. Et c'est sûr que c'était moins facile à vendre pour eux que Groom, qui est vraiment Bagel avec les têtes de Bagel. Mais Groom ont été juste plus malins, hein, je pense. C'est qu'ils ont fait un truc, une sitcom. Donc plus malin en prod, parce que nous c'est un road trip où c'est jamais le même décor, c'est de l'époque, il y a des pouvoirs, c'est vraiment et on avait le même budget que et eux, c'est vrai, c'est un hôtel. Je dis pas qu'il y a pas eu de soucis, hein, c'est sans doute plein d'autres problèmes aussi, mais mais c'est vrai que c'était plus malin. Vous avez pu tirer votre épingle du jeu aussi, parce que j'imagine qu'ils avaient peut-être pas forcément envie, quand je dis ils, c'est YouTube, Google, d'avoir vraiment 2 séries pures. Si c'était 2 grooms en gros, pour vraiment résumer. Peut-être qu'ils auraient été moins enclins à vous laisser ces libertés-là. Donc, Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'ils avaient validé. En vrai, ils en ont eu plein. Hein. Ça a fini. Alors, j'ai pas les petits papiers, mais moi, de ce qu'on m'avait dit, ça a fini Bagel Golden parce que ça restait les 2 projets qui trouvaient intéressants. Mais c'était pas. Ils sont pas dit, il faut une série Bagel, il faut une série Golden. C'est qu'ils ont ils ont eu énormément de propositions d'un peu tout Internet, et c'est celle qu'ils ont retenues. Et je pense qu'ils les ont retenues parce que justement, elles étaient différentes, et qu'ils avaient une sitcom un peu à la Community, et vraiment une série d'aventures. Après, ce qui a été dur pour nous, tu vois, tu disais, ils voulaient faire leur Netflix, et en fait, non, c'était vraiment YouTube Premium, c'est avant tout YouTube Musique. Et en bonus, YouTube sans pub, où tu peux télécharger les vidéos, tu peux les mettre en tâche de fond. Et c'est vraiment, les séries, c'est la petite cerise au-dessus, quoi. Mais c'est pas du tout les mêmes ambitions que Netflix. Et donc, ils sont arrivés en disant, c'est un peu en plus c'est cher, c'est genre 12 euros par mois, un truc comme ça. Donc pour plus cher que Netflix, c'est le Netflix, YouTube fait son Netflix, mais avec des séries un épisode d'une série Netflix coûte la saison des emmerdeurs, et c'est pas une blague, c'est à peu près le cas, quoi.
Donc c'est pas du tout la même chose, quoi. Après, selon les pays, il y avait quand même des ambitions un petit peu différentes. Je sais que notamment, il y avait eu... Ouais, aux États-Unis, c'était plus haut. Ouais. Voilà. Alors j'avoue, j'ai pas eu tout regardé de mon côté les autres pays, justement, ces YouTube Originals là. Il y avait une série notamment qui faisait suite au film Jumpers, Ouais. qui n'avait pas très bien fonctionné, mais qui était au moins une licence qui était un peu connue. Oui, mais en France, c'était pas. En France, c'était un petit bonus. Ouais, bien sûr. Bah, plus que Netflix, moi je dirais plutôt Amazon Prime Vidéo, Ouais, c'est parce que justement tout, quoi. t'as tout un, parce qu'il y a énormément, peut-être même des millions de gens qui se servent à 90% de leur abonnement Prime pour acheter des trucs et les avoir le lendemain. Et ils sont peut-être même pas au courant, ils ont pas fait gaffe qu'ils ont des super séries Ouais. à disposition. Mais sur YouTube, c'est Bah, plus, c'est clair. justement, pour vous, c'était peut-être frustrant la non-importance, en tout cas l'importance moindre que YouTube a donné à vos séries, quoi. Parce que vous c'est 2 ans de votre vie, quoi. Donc Ouais, en fait, ce qui a été frustrant, c'est que moi, comme je disais, j'ai mis beaucoup dans cette série et il y avait ce truc de genre, waouh, on va arriver. Enfin, j'avais l'impression de faire justement un peu une série pour le prochain Netflix sans les budgets de Netflix, mais qu'il y avait ce truc. Et en fait, c'est sorti, il y a eu 0 promo et c'est sorti d'un coup. Le jour, la promo de YouTube Premium était en même temps que les séries. Et donc, en gros, ils ont dit, voilà, on a des séries, en fait, c'est payant. Et en gros, c'est tout, quoi. C'était vraiment là, il y a eu, ça a été pour moi très, enfin, la communication est très mal passée. Et ce que je comprends, parce que j'aurais été consommateur de YouTube à l'époque, je vais sur Golden, a toujours été gratuit. Et on me dit, et ça, c'est payant, sans les explications. Et c'est juste que c'était pas possible de faire ça gratuitement. C'était, c'est les coûts. Une série, ça coûte très cher à faire, surtout ce genre-là. Et parce que les gens ont dit, il fallait faire des placements de produits et tout. Alors déjà, des placements de produits dans un truc pendant la Seconde Guerre mondiale, moi je veux bien, mais... ouais, non, Rhino Shield avec des C'est ça. nazis, bon. Mais, et c'est juste, ça finance pas. C'était, en fait, les emmerdeurs, Julien et Raph, et Golden ont essayé de le vendre à plein d'autres plateformes aussi. C'était pas que pour YouTube Premium. Il se trouve que c'est YouTube qui a dit, nous on veut bien le faire. Et donc voilà, c'est parti pour YouTube Premium, mais c'était une série qui pouvait pas exister à l'époque gratuitement. Alors ce qui est frustrant, c'est que pour Groom, saison 2, ils ont changé leur stratégie. mais du coup, donc c'est plus, voilà, mais ça c'est juste, c'est une frustration perso que les gens ont juste dit, mais ça va pas, je vais pas payer pour ce qui était gratuit jusqu'ici, alors que en fait ça aurait pas, si c'était pas payant, ça aurait pas existé à cette époque-là, en tout cas. Et justement, est-ce que sur cette saison 1, est-ce que toi à l'écriture enfin même toi et les personnes avec qui tu as collaboré, t'avais prévu dans ta tête, tu disais bon, peut-être que ça n'ira nulle part et qu'on aura que cette saison 1, donc on finit l'arc des emmerdeurs, enfin finir avec des guillemets, petite fin ouverte à la fin, et si on peut continuer, on continuera. Ou voilà, comment est-ce que en amont, ou est-ce que justement vous y êtes allé, vous êtes dit peu importe, si ça cartonne, on fera des saisons 2, 3, 4 ou C'était une demande de Google que ça soit ouvert et qu'il puisse y avoir des suites. Okay. Et nous, D'accord. on s'était dit en gros que ça, au maximum, ça pourrait faire 4 saisons pour, non 3 pour les 3 années de guerre qui restent. Je crois que ça commence en 41. Donc, okay. Et donc non, on avait ouvert. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est si jamais il n'y a pas de suite, il faut qu'on boucle la plupart des choses, mais on a laissé beaucoup de choses ouvertes aussi. Et en vrai, non, on pensait réussir à pouvoir faire une saison 2. Ça a été long l'attente de ça, parce qu'en plus ils nous ont... la décision de ne pas faire une saison 2 a été longue, et du coup l'attente était longue, et moi j'ai toujours espéré, mais même aujourd'hui, enfin j'espère pas pu faire une saison 2, ça n'aurait pas de sens là, je pense. Nos personnages sont beaucoup trop vieux, mais j'espère un jour réussir, je sais pas comment, j'aimerais raconter une suite, la fin, revoir ces personnages dans à un moment je voulais même proposer à Golden d'en faire un sketch, enfin d'en faire juste, tu vois, une espèce de 20 minutes juste sur la chaîne YouTube qui juste pour en avoir un peu plus, mais c'est un truc très perso, c'est que parce que j'avais envie de retrouver ces personnages, et j'en parle comme si c'était que de moi, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est une gestation, c'est une création de beaucoup de gens. Moi je me le suis un peu approprié, parce que du coup comme j'ai participé à l'écriture de la nouvelle Bible, et qu'ensuite j'ai appris que j'allais, après l'écriture des épisodes, que j'ai un peu remanié avec Florent, et qu'ensuite j'ai appris que je le réalisais, j'ai en fait été justement ce que tu appelais tout à l'heure un peu un showrunner, ce qui n'existe pas trop en France,
Et du coup, en fait, je me suis retrouvé parce que sur le plateau, j'étais le seul qui avait participé à l'écriture. Donc, s'il fallait faire des changements, s'il fallait prendre des décisions sur des choses qui impliquaient des changements de personnages ou quoi, c'était à moi que ça revenait. Donc ce qui fait que j'ai été impliqué jusqu'au dernier jour de montage de la bande-annonce et depuis le début de l'écriture. Donc j'ai beaucoup d'affect pour la série, mais je suis pas le seul. C'est une création. Voilà, on l'a écrit. C'est à la base une création de Julien et Raph, puis de Vlad, puis chacun a apporté sa petite pierre. Florent aussi a apporté beaucoup de choses. Et puis là, on parlait beaucoup de l'écriture. Il faut quand même que, comme je l'ai dit, je l'ai co-réalisé. Donc à la réalisation, c'était aussi une vision avec Morgane Dalibert. Et où en gros ce qu'on faisait, c'est que moi je dirigeais sur le plateau, moi je dirigeais les comédiens, et s'il y avait des changements de texte ou des choses, voilà, c'était à moi de les faire. Et Morgane, lui, en gros, on validait un découpage ensemble avant, mais c'est lui qui en gros gérait plus l'aspect technique, le découpage, et puis parlait aux techniciens. Donc ça a été vraiment une collaboration pour le coup, et on a eu de la chance, c'est qu'on est tombé d'accord tout le long. Et heureusement qu'il était là, parce qu'en vrai, moi je fais un peu un hors-sujet, mais tu le disais tout à l'heure, moi à l'époque, j'avais réalisé que du sketch, et c'est Les Emmerdeurs qui m'a fait, d'un coup, je me suis retrouvé à réaliser, à faire 6 semaines de tournage, et avec une équipe de 40 personnes, et ça m'était... Donc heureusement qu'on était 2, parce que du coup, j'ai appris un peu sur le tas. Morgane Dalibert qui avait du coup notamment co-réalisé aussi HeroCorp, une autre chef op de super-héros. Il était chef opérateur sur HeroCorp, et je crois qu'il a un peu réalisé des petits bouts de Simon. Mais oui, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher aussi, c'est qu'ils connaissaient le genre de budget, style, quoi. C'est ça. C'est normal de comparer Les Emmerdeurs à HeroCorp. Il y a beaucoup de cousinage, du coup c'est pour ça ils connaissaient ce type d'économie, cette façon de faire où justement pour gagner du temps faut tout faire en un plan et tout ça, et puis c'est ce qui lui plaisait aussi, c'est que comme dans HeroCorp, du coup c'est aussi l'humour est aussi basé surtout sur les dialogues et sur les comédiens, et c'était un peu le cas aussi des Emmerdeurs. Et on sent en plus que les Emmerdeurs, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup. Le casting est assez grand parce qu'à chaque épisode, il y a un peu justement des caméos, des personnages qui sont intégrés, etc. Il y a aussi un choix on en parlait en off avec Charles, mais de faire en sorte que, alors peut-être qu'ils sont pas tous allemands, mais une grosse partie du casting allemand est allemand. Il y a du coup le côté reconstitution, les effets spéciaux, etc. C'est quand même quelque chose on sent qu'il y a une ambition chez les Emmerdeurs qui est plus grande, on va dire, que les prods Golden de l'époque, avec, du coup, tu nous l'as dit plusieurs fois, un budget qui, a priori, était quand même relativement serré. C'était un sacré défi, j'imagine, pour toi aussi, sur le plateau, avec les décors et les choses comme ça. J'imagine que le temps est quand même compté, et, que c'était à la fois grisant, et en même temps, il fallait aller hyper vite, quoi. Ce qu'on dit souvent avec Morgane, c'est qu'en fait, nous... on n'a pas forcément des excellents souvenirs du tournage. Pas que c'était pas catastrophique du tout, mais on était tellement en fait sous pression pendant 6 semaines parce que fallait que ça rentre et que c'était complètement c'était trop ambitieux pour le budget qu'on avait. C'était, comme je disais, il y a quasiment jamais des décors qui reviennent. Donc ça veut dire que des changements de décor, donc se déplacer d'un décor à l'autre, ça prend un temps fou quand tu tournes. Je disais, c'était une équipe à peu près de 40 personnes, donc et donc on avait 2 prises, 3 si vraiment il y avait un souci technique, mais c'était max, et c'était vraiment en espérant que la première soit bonne et qu'on en fasse une autre en sécu pour le montage si jamais on n'a pas vu qu'en fait sur la première il y avait un problème donc c'était tout le temps c'est ça, c'était tout le temps speed. On était entre 9 et 12 minutes utiles jour, on va dire 10 minutes utiles jour, ce qui est beaucoup. Pour expliquer, c'est en gros ce qu'on appelle minute utile, c'est ce qui sera dans le montage, en gros, ce que tu tournes, parce que tu tournes beaucoup de choses, et puis après, une fois monté et tout, ça prend moins de temps, quoi, jusqu'à durer 1h30 pour un film, voilà. Et donc un long métrage, c'est à peu près entre 2 et 5 minutes utiles jour sur un plateau. Quand c'est très confortable, voilà, c'est 2 minutes, et c'est plutôt 5 minutes, quoi. Et on était
en moyenne, autour de 10 minutes. On a fait une journée où on a fait que, 3 minutes, c'était la course-poursuite, parce que ça nous a pris la journée à la faire avec le camion et tout. Et sinon, on a fait une journée le plus haut à 14 minutes. Donc c'est comme si, quasiment si en une journée, on avait tourné. En gros, c'est comme si on avait tourné un épisode de sitcom en une journée, quoi. Bon, à 5 minutes près. Ouais. Ce qui est, voilà. Donc c'était très frustrant. Et c'est pour ça que j'ai dit heureusement que Morgane était là. C'est que du coup, on se répartissait, on se posait pas de questions, en fait. Coupé. Moi, j'allais aux comédiens. On se faisait confiance là-dessus. On se débriefait rapidement, mais hop, moi, j'allais voir les comédiens. Faudrait faire ça, changer ça. Et Morgane, de son côté, allait voir le chef-op. Elle me disait, en fait, le plan, il faut que tu le commences plus tôt, machin, ça. Et hop, ok, c'est bon, on est reparti. Et ça a été ça pendant 6 semaines. Et donc, je sais que Justine, on parle souvent comme un tournage vraiment qu'elle a adoré, et nous, en fait, moi j'ai adoré maintenant ce que ça représente. C'était dingue comme expérience, mais sur le plateau, on était complètement sous l'eau pendant 6 semaines. C'était intense, quoi. C'était intensif. J'ai préféré le montage, c'était plus... Quoique non, d'ailleurs, mais... En fait, j'y réfléchis et non. Non, ça a été speed aussi, le montage. Il y a eu d'autres soucis. Mais si vous voulez, je parle à nos auditeurs et auditrices, si vous voulez du détail, sachez qu'il y a un épisode du Floodcast qui a été consacré entièrement aux emmerdeurs. On est très fan de Floodcast ici, donc petite petite pub, Lego. Non mais voilà, n'hésitez pas à aller écouter Et si on veut pas être résistant, épisode sur les emmerdeurs avec l'équipe, avec Valentin également, et ils vont rentrer dans le détail des anecdotes de tournage, etc., etc. Donc c'est un épisode très très cool qui nous a beaucoup servi pour cet entretien. Donc voilà, allez checker tout ça si vous voulez aller encore plus dans le détail. Il y a eu des choses qu'on a évoquées, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et j'en profite pour dire que, alors c'est très flou et c'est en cours de négo, mais en gros moi il y a eu un making of de filmé qui n'a jamais été monté, et j'ai récupéré les rushs, et moi de mon côté je le monte moi en souvenir comme un film de vacances. Aujourd'hui, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais une suite aux emmerdeurs, bon, plus le temps passe, moins ça aurait de sens. Est-ce que quand même en termes de Bible et tout ça, il y avait des projections? Est-ce que c'est quelque chose que tu rêves de voir adapté? On pense peut-être à d'autres formats. Souvent, là, justement, on en parlera à la fin de l'émission. Tu scénarises un début de série de bande dessinée. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient éventuellement voir le jour, ou comment ça se passe, on va dire, en termes de droit et de ce que tu peux faire aujourd'hui avec cette IP, on va dire, des emmerdeurs? En vrai, je pense que je peux pas faire grand-chose, puisque ça appartient et à Golden Moustache qui n'existe plus, qui est juste qui était M6, quoi. Donc ça, du coup, ça appartient, c'est dans les cartons d'M6. Et en diffusion, ça appartient encore à Google. C'est encore eux qui ont le droit de diffusion. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a des choses possibles. Je sais plus la durée de droit de diffusion, donc il y a un moment où ça peut bouger. M6, bon, moi je travaillais encore avec eux et on s'entend bien, donc il y aurait sans doute des choses possibles. Après, il y a, comme je disais, il y a beaucoup d'auteurs aussi, donc il faudrait voir, mais honnêtement, je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire une suite, parce que la saison 1 n'a pas eu le succès escompté, et les gens se sont pas abonnés en masse à YouTube Premium. Du coup, moi, ça me ferait très plaisir. Je rêverais de pouvoir faire quelque chose, comme je disais, revoir ces personnages. J'y ai pensé, moi, pour, je sais pas, un épisode anniversaire, un truc, faire une série audio, même si pour les pouvoirs c'est plus compliqué, mais j'aimerais beaucoup faire ça, ou une bande dessinée. Je pense pas que ce soit le meilleur format, mais à la manière un petit peu d'OSS 117. Après, la période historique peut être aussi en décalé de l'âge des personnages, et il y a quand même sur les 20-30 années qu'on suivi des contextes qui pourraient s'y prêter, on va dire, sur des gens qui ont des pouvoirs et qui sont un peu espions, quoi. Mais bref. Mais j'aimerais bien, moi je garde ça en tête. Ça fait partie des personnages qui me sont chers, et où j'aimerais pouvoir les retrouver un jour. Une petite anecdote, moi je m'amuse, alors c'est vraiment un truc, mais avec le compositeur Julien Bélanger, des emmerdeurs, avec qui je travaille régulièrement. Du coup, je lui ai dit qu'on s'amuse à caler un des thèmes des emmerdeurs dans chaque projet qu'on fait. Alors c'est très discret, ça s'entend à peine. Ah, petit easter egg. On l'a fait une fois sur Escape, le téléfilm j'ai co-réalisé avec Stéphane,
Mais c'est le petit truc où moi je me dis j'ai ce petit easter egg, cette petite satisfaction de ils sont toujours un peu là quand même. En fait ça m'a tellement marqué, c'est un tournant dans ma vie professionnelle, c'est que on parlait de séries, j'ai appris à écrire du format long aussi, c'est le premier format long que j'ai écrit. Ensuite je me suis retrouvé à la co-réalisation, donc c'est la première grosse série que j'ai réalisée qui m'a ensuite amené à réaliser d'autres séries, des téléfilms, etc., travailler sur d'autres formats longs. Donc j'ai énormément d'affect pour eux, et j'espère un jour, voilà. Sinon, ce sera, j'en sais rien, j'allais dire un truc horrible, j'allais dire, ce sera à ma mort où on me fera la surprise de La surprise à ta mort. sur Merci. mon lit de mort. Genre, en fait, non mais j'aimerais beaucoup. Il y avait un truc qui m'aurait fait, mais ils ont pas pu le faire, c'est que Groom à un moment voulait mettre dans la saison 2, il voulait les quatre emmerdeurs, pas saper en emmerdeur, mais où tu comprennes plus ou moins, enfin faire une petite référence de genre c'est eux quoi. Un clin d'œil méta. Enfin, je dis même non, enfin je dis les 4, mais même les 5 avec Seb qui en vrai est tout autant un emmerdeur que les autres. Tout à fait. Sébastien Lalanne, qui est très cool aussi dans la série. Et tu parlais du thème on n'a pas parlé dans les détails de The Emmerdeurs, mais le thème, enfin la musique des Emmerdeurs est très très cool aussi. Donc Elle, pour le coup, elle devrait enfin sortir quelque part. C'est pareil, c'est des longues négos et tout, mais pour le coup, lui, il a le droit, normalement. C'est en cours. Et ouais, moi, j'adore la musique de film. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là, pour le coup, c'était aussi une discussion où on voulait de la musique symphonique, un peu à la Indiana Jones. Et là, il y a eu des discussions avec Google ils voulaient des trucs un peu plus modernes. Et on a fait non, mais nous c'est dans l'ambiance de la série, même à l'image, on veut une image qui est un peu du grain, qui est un truc. Ça joue énormément. Et on a eu trop de chance parce que le compositeur, du coup, Julien Bélanger, il s'est éclaté et il a fait 2h20 de musique originale. Ce qui est énorme pour une série, en vrai, tu fais pas ça. Enfin, c'est encore une fois, c'était idiot. C'était comme, tu fais 1 heure max. Enfin, et en fait, et du coup vraiment à travailler sur des thèmes, des leitmotifs, des trucs, et où on s'est trop trippé de quasiment chaque personnage a son thème. Le thème de Manus, quand c'est Lorraine qui se transforme en Manus, c'est le thème de Manu mais inversé. Enfin, on s'est amusé à faire des trucs comme ça que personne n'entend mais qui nous ont beaucoup amusé. Et moi j'adore la musique et j'aimerais vraiment que les gens qui aiment la musique de film puissent l'écouter parce que je pense vraiment qu'il a fait un très bon travail et qu'il y a des trucs intéressants et normalement ça devrait arriver. Bientôt disponible, très bien. Super nouvelle. Tu as évoqué rapidement à l'instant la fiction audio, peut-être pour un nouveau format. Mais justement, Guillaume, je vais te laisser expliquer parce que c'est toi, tu me l'as dit avant que je regarde la série qu'on va parler maintenant rapidement, c'est Radioactive. Et tu m'en avais parlé, je l'ai vu, c'est la dernière série que j'ai vue pour préparer cette émission. Et tu m'avais dit ça, mais je me dis mais pourquoi il raconte fiction audio, je comprends pas. Et effectivement, c'est pas... Enfin, Radioactive, déjà, pour rappeler l'histoire, c'est une femme qui est enfermée dans un bunker, on va dire, bunker un peu anti-atomique, parce que des tempêtes radioactives secouent la surface. Et elle est dans une immense solitude. Et je sais pas si on en dévoile trop ou pas, mais voilà, c'est quand même dans l'épisode 1, elle est dans une extrême solitude. Oui, c'est le pitch. Ok, donc on peut dire... Et elle est en communication avec le monde extérieur par une radio où elle fait ses petites émissions, elle passe ses disques pour un petit peu donner de la vie à son quotidien. Et un beau jour, un homme répond à ses transmissions radio. Et là, après, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Allez checker tout ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Radioactive. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Encore une fois, Guillaume, tu le dis très bien sur le côté twisté, là où justement la SF apportant, parce que sur le papier c'est juste une femme dans une pièce fermée, dans un studio quoi, avec du décor. Le décor est très cool aussi, donc ça joue. Et tu nous emmènes dans un univers extrêmement intéressant. Donc Guillaume, je te laisse développer sur cette partie-là. Ouais, c'est assez amusant quelque part de voir que après Les Emmerdeurs, tu fais quelque chose qui est presque diamétralement opposé, puisque tu as une unité presque de temps, tu as un décor unique et tu as quelque chose qui va passer beaucoup par justement l'audio. C'est pour ça que en regardant la série, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que là, ces dernières années, on a eu un peu une vague comme ça de formats originaux de fiction qui sont
là pour faire la promotion de plateformes comme par exemple Spotify ou autre. Et Radioactive aurait presque pu être un format 100% audio ou un truc un peu à la Calls, puisque certes, du coup, on voit effectivement un personnage à l'écran pendant les 4 épisodes, mais tout passe à travers cette radio qui est ce lien, ce moyen de faire communiquer les personnages, de les faire dialoguer. Ouais. Du coup, ça m'amusait aussi de me dire, est-ce que c'est un choix, enfin, comment ce projet est né? Est-ce que c'est un choix de faire quelque chose du coup de beaucoup plus resserré, ou est-ce que c'est plutôt une question de budget? Parce que vraiment, quand on enchaîne Les Emmerdeurs et Radioactive, on se dit waouh, là clairement en termes de, alors pas d'ambition formelle parce que la série est super belle et il y a eu plein de petites trouvailles qui font que en termes de réalisation, l'image est vraiment très cool et la comédienne est incroyable. Mais on peut pas être plus loin que ça de l'ampleur que voulaient avoir Les Emmerdeurs. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Oui, pour rappeler Radioactive, du coup, c'est vous pouvez voir l'épisode 1 du coup sur la chaîne de Golden Moustache. Ouais. Et malheureusement la suite n'est plus disponible parce que c'était un comment dire, un deal que M6 avait avec Orange où ils voulaient des mini-séries pour une plateforme à eux qui n'existe plus, et du coup voilà, c'est très frustrant parce que Radioactive ça se fait, il y a un épisode 1 disponible et le reste faut me demander quoi. Ouais. Et épisode 1 qui a plu, hein, quand on voit les commentaires. Oui, où est la suite quoi. Parce qu'à la limite, du premium, c'était un abonnement en plus, donc tu vas sur l'appli, tu rajoutes. Là, c'est aller sur une autre plateforme, créer un compte sur une autre plateforme, s'abonner à une autre plateforme. Ça c'était des décisions, je n'y suis absolument pour rien. Donc on était tous à trouver ces décisions. Ça rajoute de la frustration, quoi, je pense, pour toi. C'est ça. En fait, nous, ce qui a permis ces trucs-là, c'était vraiment un truc c'était une occasion de tester des formats et de tester des histoires sur un format de 20 minutes maximum, c'était un peu ça. Et donc souvent c'était 4 épisodes de 5 minutes. Nous on a triché un peu avec Radioactive parce que comme tu dis, le concept a fait qu'on pouvait faire des épisodes de 10 minutes puisque c'était un décor et une comédienne, donc ça coûtait pas plus cher. Mais à la base c'était ça. Et donc ça c'était un deal que Golden avait avec Orange. Voilà, c'était, en termes de c'était sans doute pas la meilleure idée, mais nous, en termes de création, ça nous a permis de tester des choses, et ça a permis notamment qu'il y a eu autre chose qui existe, qui était Escape, qui était pour le coup que j'ai pas écrit, qu'on a juste co-réalisé avec Stéphane, qui était aussi un format court dans un escape game, qui a donné envie à W9 de faire la version longue, et qui a fait que on a pu co-réaliser la version longue et le téléfilm. Donc pour nous, professionnellement, c'était chouette, ce truc-là. Après, pour le public, effectivement, je comprends que t'arrives sur Golden Moustache et t'avais soit des bandes annonces, soit des épisodes 1. Et ensuite, pour les voir, fallait... Donc bon. Ce qui est frustrant, c'est que j'aimerais bien que ça sorte quelque part un jour, et on en parle, mais c'est compliqué. Mais du coup, voilà, donc Radioactive, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait des projections au Frames notamment, on essaye dès qu'on peut, de reprojeter cette série dans sa totalité, puisqu'en fait, c'était découpé en épisodes parce que c'était demandé, mais en vrai, ça se regarde, c'est un 40 minutes, quoi, c'est un unitaire de 40 minutes. Et donc voilà pour Radioactive. Et donc, pourquoi on a fait ça? En vrai, il y a un truc de production, c'est que on voulait faire du genre. C'est quelque chose qui nous plaît avec Stéphane. On avait travaillé sur un projet beaucoup plus ambitieux de genre, justement, qui prenait beaucoup de temps, sur lequel on travaille encore, qui est encore en cours, voilà, en développement. Mais on voulait un truc rapide, on voulait tourner, quoi, un truc de genre. Et c'était le chef opérateur Romain Prouver qui nous avait soufflé l'idée de faire un huis clos. De faire un huis clos avec une personne à la radio. Son idée, c'était un huis clos, une personne à la radio. Et à partir de là, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de faire enfin du post-apo, vu que on voit pas dehors, mais on peut l'imaginer. Et effectivement, on y a réfléchi un peu comme une série audio où tout l'univers post-apo qu'on ne peut pas montrer est joué au son, et avec ce personnage qui est à l'extérieur et qui décrit ce qu'il voit, et puis on l'entend au son, etc. Et visuellement, on est juste sur le bunker et sur la comédienne qui est Marine Berthieux, qui est une comédienne de doublage notamment, et qui est très très bien. Et du coup voilà, on s'est amusé là-dessus. Donc c'est une série qu'on a écrite avec Stéphane et réalisée ensemble. Et voilà pour Radioactive.
quelqu'un avec qui tu fais des choses depuis longtemps, parce que vous aviez déjà, à l'époque de Golden, si je me trompe pas, fait justement la série Oui. 8, qui était déjà une histoire de huis clos dans une pièce. Je fais que des huis clos avec Stéphane, on en a ras le cul de faire des huis clos. Parce qu'on a Ouais, fait c'est ça. 8, C'est votre Escape, délire. Radioactive, Escape le téléfilm, tout ça c'est des huis clos. Et on en a même travaillé sur un autre, donc voilà. Mais ouais Stéphane, bah en fait moi je travaille, il y a beaucoup de personnes qui reviennent, hein, c'est Stéphane et Julien, Jocelyn, et des fois on travaille même tous les trois ensemble, que ce soit pour Askip, l'émission qu'on faisait sur Twitch, ou Kawaii qui est notre groupe de punk, donc voilà, c'est ça. Julien Bélanger aussi, qui est beaucoup présent autour de vous. Et Julien Bélanger qui fait de la musique et qui est un ami d'enfance de Stéphane et Julien, on se voilà. Et donc ouais je travaille à la réalisation, je travaille beaucoup avec Stéphane et à l'écriture on va dire avec Julien, Jocelyn, mais là c'est une série qu'on a écrit ensemble avec Stéphane. C'était la première fois aussi qu'on avait envie d'écrire un truc ensemble. Justement on avait beaucoup réalisé des projets des autres. Lui c'était pareil, on l'avait pas écrit. Et enfin lui c'est particulier parce que, pour en parler vite fait, c'était la petite série d'été de Golden Moustache. C'était les auteurs, on s'était dit on peut pas ne rien faire cet été, faisons une mini-série. On nous a dit d'accord, mais vous avez le budget d'un sketch. C'était en gros ça. Donc on fait qu'est-ce qui est possible de faire pour faire une série, mais avec le budget d'une seule vidéo, c'est de faire un huis clos dans une pièce blanche et vide. Ouais. Et c'est comme ça, et donc on l'a un peu écrit à quatre mains, enfin je sais plus combien de thèmes, tous ceux qui jouent dedans plus ou moins, on a un peu brodé cette série, et après on l'a réalisé, mais c'est drôle parce que c'était vraiment à l'ancienne, on était trois sur le plateau, il y avait les comédiens, il y avait un preneur de son, et Stéphane qui filmait avec un 5D, et c'est tout, donc c'était vraiment une production comme beaucoup de choses sur internet, comme un peu j'allais dire internet d'avant, mais ce truc du sketch et c'était cool, et pendant 4 jours on faisait tout quoi. Stéphane il faisait la lumière, le cadre, moi je jouais dedans et je dirais les comédiens, et voilà. En même temps, il y a une vibe un peu, très quatrième dimension, justement, dans ce côté un peu économie de moyens, et en même temps une fin un peu surprenante et tout ça. Ça fonctionne bien. C'était marrant à faire. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps et c'est drôle, c'est très cut. C'était l'époque, c'était fait pas 8, ça doit être 2014, 2015 peut-être. Et on était tout très cut, très rapide. C'est monté. C'est pas une critique parce que j'ai monté la moitié des épisodes, donc je le prends pour moi. Tout va trop vite. C'est rigolo. C'est à l'ancienne. Mais du coup, Radioactive, on s'était dit. Tiens, c'est l'occasion de faire notre série, notre histoire post-apo, réfléchissons-y. C'est parti du coup, d'un pitch, et on a brodé autour, et c'était vraiment cool à faire. Et on est très content, comme je disais, on est plus frustré de pas pouvoir le montrer plus souvent. Et tu parlais de série audio, je pense que ça marche comme une série audio, mais à mon avis, le support, visuellement, ça apporte quand même le fait de l'avoir que elle toute seule, ça apporte ce côté solitude. En fait, avec les yeux, t'as la solitude, et avec les oreilles, t'as le monde extérieur, quoi. Bien sûr. Non, mais il y a un parti pris qui fonctionne très bien. Ouais, ça constitue vachement le personnage sur les objets justement, et puis la photo de son copain. Sans dévoiler les histoires, mais c'est pas, voilà, c'est l'histoire de son copain, et puis le flingue aussi. On voit que son quotidien passe aussi énormément par les objets qui l'entourent, et qu'elle s'est fait son petit univers, donc on comprend qu'elle est là depuis longtemps, etc. Donc ça participe énormément effectivement au personnage en lui-même et sa construction. Mais du coup, comment toi est-ce que tu vis le fait justement qu'il y ait une certaine presque confidentialité sur certains de tes projets? Nous, on a eu accès à certaines séries parce que tu nous as gentiment passé quelques liens et tout ça, donc voilà, comment cette exposition-là, comment tu la vis toi en tant qu'auteur, réalisateur, scénariste? Non, mais c'est toujours frustrant, hein, c'est juste c'est un peu le jeu, quoi. L'avantage qu'on a dans ces métiers, c'est que on peut les faire passer à des producteurs, et ça peut nous permettre, moi les emmerdeurs, même si ça n'a pas été énormément vu, ça avait été nommé à La Rochelle et au Globe de Cristal, donc dans des festivals, donc ça permet de circuler un peu, puis ça permet quand même de dire moi j'ai fait ça, Radioactive pareil, et de faire autre chose en espérant toujours de faire le projet qui sera un peu plus grand public.
enfin grand public, je veux dire vu par le maximum possible. Ça veut pas dire c'est pas grand public dans le côté il faut que ça parle à tout le monde, quoi. Mais et du coup bah non, mais c'est un peu frustrant. Moi, ce que je disais, les emmerdeurs, moi j'aimerais bien que le maximum de personnes puissent le voir. Après, c'est plus facile de voir les emmerdeurs. si, Oui. si je peux, il y a le mois gratuit notamment. Mais alors que Radioactive, je pense que non, c'est malheureusement pas trouvable. Mais non, c'est frustrant, ouais. Mais bon, j'espère que ça puisse. Moi, je me dis juste, j'espère qu'un jour, ce sera disponible. Et puis sinon, bah, je continuerai de venir en parler grâce à vous dans des émissions et que des gens se disent tiens, voilà, et la curiosité de le voir. Et est-ce que tu as des futurs projets du coup de séries qui arrivent? Le futur, j'ai travaillé sur des séries, mais qui ne se sont pas faites. Et là, moi, j'étais plutôt justement. En fait, c'est pas la même chose du tout une série et un film à écrire. Enfin, c'est plus long, une série, tout simplement. et pour le moment, j'ai pas retrouvé de concept qui me donne envie de me replonger vraiment sur l'écriture d'arches de personnages sur la durée. Donc j'ai développé avec Julien toute une build de série qui devait se faire, qui malheureusement s'est pas faite, mais où on continue d'essayer de le faire potentiellement ailleurs. Pas du tout du genre pour le coup, même s'il y a une micro touche de science-fiction, mais vraiment légère, mais pas du tout du genre. Donc parce que j'aime bien, je crois, un peu tester, toucher un peu à tout. Et du coup, en série, non, pas grand-chose. Par contre, j'ai des projets de films et notamment un qui est vraiment du genre, j'allais dire pur et dur, qui est un film d'horreur qui est en développement. Et donc, je touche du bois. C'est long comme procédé, mais voilà. J'espère avec Stéphane Carlo. Et sinon, bah là le plus près, il y a deux choses, c'est que on va faire un court-métrage avec Julien qu'on doit tourner. On a eu les financements, l'aide du CNC, et donc on devrait le tourner bientôt, que Julien écrit et réalise, et moi en gros je coproduis avec lui. Donc retour au court-métrage. Et qui est un peu qui a un peu de fantastique, léger, pareil, en fait je crois que j'aime bien et pour le coup Julien partage ça aussi, des choses qui peuvent être très terre à terre, mais avec une touche, bah c'est ce qu'ils ont fait un peu avec Les Dissociés, où bah c'est une histoire qui se passe aujourd'hui et tout, mais il y a cette touche de fantaisie, voilà. Et donc là, donc je sais pas quand ça sort, mais bientôt. Et puis la bande dessinée qu'on écrit avec Julien, qui pour le coup est un comics de super-héros. Trousse Boy, qui sort du coup le 27 avril, comme j'ai dit. C'est ça. Et là, c'est pareil, du coup, tu retrouves quelque part une écriture un peu sérielle. Tout à fait. Parce que j'imagine que, enfin, assez explicitement, la communication parle d'un tome 1, donc j'imagine que c'est prévu qu'il y ait une suite. C'est même prévu en septembre, si tu veux tout, si tu cherches. Ah, ok. Ah. Ouais, Trousse Boy, il y a au moins 2 tomes. Le tome 2 est écrit et est en train d'être dessiné et sortira pas trop, normalement en septembre, donc pas trop décalé par rapport au tome 1. Chez Glénat. Chez Glénat. C'est un projet qui est spécifiquement développé pour la bande dessinée, ou c'est une idée qui avait émergé à un moment donné pour un autre format C'était un sketch, non, il me semble, il y a quelques années de Julien. Ouais, c'était un sketch qu'on a écrit avec Julien pour le Zapping Amazing, je crois, qui était l'espèce de rassemblement de youtubeurs de show qui était au Grand Rex en 2013. Et dedans, donc, on avait écrit une vidéo, donc un jeu de fou, et qui était sur les super-héros, et on vannait sur le fait que, parce que à l'époque, ils avaient annoncé Ant-Man chez Marvel, et on disait non, mais un super-héros fourmi, mais on peut imaginer n'importe quoi, pourquoi pas un super-héros trousse, il se coupe avec une trousse, il a les pouvoirs d'une trousse. Et donc on disait ça, et après on illustrait ce que pourrait être un super-héros trousse. Et en fait, l'idée nous est restée en tête avec Julien pendant longtemps, en se disant mais comment, il y a un truc à faire, en fait, il y a un univers, et à un moment, c'est vraiment, je me suis dit mais en fait c'est une BD, parce qu'on commençait à réfléchir à ce qu'on savait faire, donc à de la série, à de la fiction, mais on s'est dit mais en fait ça va être kitsch. Enfin, c'est ce qu'on avait envie, c'était vraiment s'amuser avec un truc de super-héros, mais un vrai truc de super-héros avec et en fait la BD du genre, c'est ça, et la BD c'était le meilleur format, parce qu'en gros l'histoire de Trousse Boy, c'est pas l'histoire qu'on voit
dans le sketch. C'est vraiment juste l'idée vient de là, mais on n'a pas adapté le sketch en BD. C'est un collégien qui trouve donc une trousse magique, qui l'ouvre et qui perd les crayons qui étaient à l'intérieur, et en fait il apprend que chaque crayon a un pouvoir. Donc lui c'est Trousse Boy parce qu'il a la trousse, et il a gardé la trousse, mais dedans il y avait le compas, l'effaceur, etc. Je vais pas tout dévoiler, mais chaque crayon a un pouvoir, et du coup il se retrouve à devoir récupérer tous ces crayons pour pouvoir refermer la trousse. Et donc c'est un vrai truc. En fait, ça nous a fait rire de développer une mythologie de super-héros en rapport avec des fournitures scolaires. Et du coup, la BD c'était le meilleur format, parce que la BD, que tu les fasses parler dans une salle de bain ou que tu fasses ce qu'on a fait à un moment, exploser des bâtiments, c'est le même prix. Donc C'est souvent ce qu'on dit, hein. C'est Simon Astier aussi qui parlait beaucoup de ça, parce qu'il y avait eu quelques déclinaisons par rapport à HeroCorp. À chaque fois, on en revient un petit peu à ça, effectivement, quand on parle de genre. François Descraques aussi, qui a beaucoup développé son univers du Visiteur du Futur en bande dessinée, etc. Enfin, ça reste, j'ai l'impression, une manière pour beaucoup d'auteurs en France de faire du genre aussi ambitieux que ce qu'ils ont en tête, quoi. On a créé Trousse Boy en imaginant un mix entre Cusco et Akira. Donc je vous dis pas pourquoi, parce que c'est très large, mais ça me fait rire. Mais du coup voilà, ça ne pouvait être qu'en BD, et en plus je pense même que ça se racontait mieux en bande dessinée, ça s'y prêtait mieux, le côté personnage lié à des fournitures. Donc on s'est amusé, le dessinateur c'est Grelin, il s'est amusé sur les looks des personnages aussi, alors à créer un lien, ce que tu peux faire qu'en BD, quoi, que le fait que il y a le rapporteur, et que le rapporteur ait une coupe au bol qui ressemble à un rapporteur, ça ne marche que en dessin, quoi. Et du coup non, c'était vraiment marrant. Après on a découvert que c'était pas du tout, nous on l'a écrit comme un film, Trousse Boy, on a écrit comme un film qu'on a dû scinder en deux pour faire 2 tomes, mais c'était vraiment une structure de long métrage, et donc on a dû un peu réadapter à la grammaire de la BD qu'on connaissait pas du tout. Et même après, quand on a envoyé les planches au dessinateur, il a un peu dû nous dire non mais là vous êtes en train de faire des champs contre champs, case par case, on va perdre du temps, quoi. Si on fait tout ça, ça va faire 400 pages. C'est pas un storyboard, c'est une bande dessinée, donc on a dû apprendre un peu ça, mais c'était marrant. Après, il y a d'autres contraintes où, justement, le tome 1 fait 80 pages, et il faut tout faire rentrer dans un nombre de pages qui était pas prévu à la base. Donc, il y a des trucs qui vont très vite, où nous, on aimerait, tu vois, à chaque fois, on se dit, putain, ça si c'était la scène qu'on filmait, là, on prendrait du temps à ce moment-là. Là, on prendrait beaucoup plus de temps sur le dialogue, etc. Et c'est d'autres frustrations, mais on est tellement content que ça sorte. C'est un vieux projet, c'est un truc, comme je disais, c'était 2013. Qu'on a écrit le sketch, et l'idée d'en faire une BD, c'était en 2015, où même on avait même à l'époque signé chez Dupuis, puis il y a eu des histoires qu'on fait qu'on est passé chez Glénat, mais du coup c'est un vieux projet qu'on se traîne, on réalise pas trop que ça sorte enfin, mais ça sort, et même les 2 tomes. Donc 2 tomes pour l'instant, peut-être une suite, ou... Je ne dirai rien. Ok, ceci est confidentiel. C'est ça, faut lire les 2 tomes. Ok, rendez-vous effectivement à la fin du mois d'avril. On va se diriger tranquillement vers la conclusion avec une petite question traditionnelle auquel peut-être tu auras des difficultés à répondre, mais bon, qui sait. Est-ce que tu aurais éventuellement des attentes aujourd'hui, là, en 2022, côté série, ou allez, on va élargir, mais côté univers de fiction qui pourrait t'intéresser de découvrir cette année? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as vues et qui t'intriguent pas mal, et dont tu pourrais nous parler, éventuellement donner à nos auditeurs, auditrices l'envie aussi de s'y intéresser? Dans les attentes, j'attends, comme je disais, je suis un fan d'Alien, et il y a une série qui est annoncée, mais bon, j'attends avec beaucoup de crainte, mais j'attends ça quand même, je suis très curieux de voir. Donc la série Alien, je sais plus où ce sera diffusé. Alors je crois que c'est une série qui a été c'est Warner, développée non, c'est la Fox, donc maintenant c'est Disney, donc ça sera sur Hulu, probablement dans la section Stars de Disney+ chez nous. Ouais. Et c'est développé par, si je me trompe pas, le showrunner de la série Légion, dont j'ai mangé le nom, évidemment, mais qui avait été beaucoup encensé pour la qualité, on va dire, de la série, de son écriture et tout ça. Ok, j'ai pas vu Légion. Écoute, bonne nouvelle. Après, pareil, dans les attentes, y a la série The Last of Us pour HBO.
Ok, ouais. Univers post-apo pour le coup. Ouais, mais après, j'ai tellement le jeu est tellement bien que je me dis comment on peut faire mieux en série. Qu'est-ce que va apporter le fait de le faire en série? Et moi, c'est juste, ça m'apporte le fait de pouvoir faire découvrir cette histoire à d'autres gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Ouais. Donc j'attends ça plus pour dire, mais regarde, c'est ça que j'ai vécu, c'est ça cette histoire incroyable entre Ellie et Joël. Donc voilà. En vrai, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis très... alors ça, je vois pas comment ça peut être bien, mais je suis très curieux de voir, mais c'est dans, à mon avis, longtemps, mais la série Netflix One Piece en live action, parce que, en fait, c'est un Ouais. mystère pour moi. C'est comment vous voulez adapter ça. C'est un des rares mangas que je lis encore. Enfin, c'est pas un des rares, c'est le seul d'ailleurs que je continue de lire. Et qui est pour moi inadaptable, mais vraiment. Et quand tu vois quelque chose qui était adaptable comme Cowboy Bebop, le résultat, alors du coup j'ai même pas osé regarder parce que j'avais envie, mais quand j'ai vu un peu tout ce que disaient les gens, les extraits, tout ça m'a quand même pas mal refroidi. Pourtant tu te dis il y avait quand même un truc très cinématographique. C'était plus un peu con de se dire bon ça marchait très bien, pourquoi vous le faites en live action, mais à la limite c'était faisable quoi. Là One Piece pour moi c'est infaisable, donc il paraît que c'est une des plus chères des séries les plus chères qui produisent. Il y a intérêt, Donc bon, en fait là pour le coup c'est vraiment de la curiosité presque malsaine de me dire qu'est-ce que vous allez faire. Mais mais bon pourquoi pas, hein, mais voilà. Et sinon j'ai vu qu'il y avait en vrai il y a plein de choses qui me donnent envie. Il y a une saison 2 de The Good Omen. Et je suis très curieux parce que j'ai lu le livre jusqu'au bout de la saison 1 et qui adapte le livre en entier, donc je suis curieux parce que la 2, du coup, ça veut dire que c'est vraiment que de la nouveauté. Ça serait une création originale avec Gaiman, du coup, qui est impliqué dans l'écriture. Ouais. Parce que Terry Pratchett, en plus, n'étant plus de ce monde, Oui, c'est ça. Donc je suis curieux de voir, j'avais bien aimé, enfin j'ai beaucoup aimé le livre et je trouvais que c'était une adaptation assez fidèle. Donc je suis curieux de voir ça. Je fais le tour de... Si, moi j'ai beaucoup aimé les séries Marvel de Disney+. Ok. Ouais. Plus que les films, je me suis tout farci, c'est mon petit plaisir coupable, c'est que j'ai vu les 27 Marvel, ou 30 maintenant, je sais plus. Mais tous, quasiment en me disant, bah c'est quand même pas terrible, sauf les deux derniers Avengers et quelques trucs comme ça, mais je regarde, je suis quand même voilà, ce client qui j'aime les super-héros, j'aime le truc de super-héros, donc j'ai envie de voir. Et je trouve qu'en série, ils ont été hyper malins. Pour le coup, pareil, c'est des trucs de 10 épisodes, ça se conclut bien. Et en fait, c'est quand ils ont annoncé leur première série, quand ils ont annoncé comment le WandaVision et l'autre Falcon et le Soldat de l'hiver, je me suis dit putain, c'est vraiment les persos dont je me fous mais royalement. Et du coup, je pense on est beaucoup à s'être dit ça, je pense, ouais. Ouais, et je pense qu'ils le savaient aussi, et du coup, ils ont créé, c'est pas, ils se sont vraiment sortis les doigts en disant, bah, faut rendre ça intéressant. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'ambition, enfin, ce qu'ils ont osé faire avec WandaVision, notamment. Soldat de l'hiver est plus classique, mais je trouve qu'elle tient plutôt la route jusqu'à la fin. Et c'est la fin qui est un peu décevante, mais elle raconte des choses intéressantes. Et Loki, j'ai trouvé pareil, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait voir, quoi. De faire cette espèce de buddy movie d'enquête, mais dans un monde très bizarre. Non, j'ai bien aimé. J'ai regardé Hawkeye, pour le coup, là, c'est vraiment très classique, mais en petite série de Noël, je trouvais que ça tenait la route, mais bon, c'est pas très haut d'intérêt. Tout ça pour dire, je suis très bavard, tout ça pour dire que je me demande ce que va être Moon Knight, que pour le coup, je ne connais pas du tout le personnage, je suis pas du tout comics, enfin, j'en lis pas. Bah, première vraie prise de risque entre guillemets pour le MCU sur Disney+ avec l'introduction d'un personnage qui n'a pas été vu au cinéma. Derrière, il y aura Mrs. Marvel. Mrs. Marvel, c'est ça. Alors là, on commence à voir effectivement des choses qui arrivent directement et sont introduits en série, et puis avec un casting pour Moon Knight, quand même avec un acteur, Oscar Isaac, qui a bien le vent en poupe. Oscar Isaac, bien sûr. Donc ça, là, quand vous écouterez cet épisode, ça sera quasiment le jour de la sortie, je pense, de la série, où la série sera déjà disponible selon le temps que j'aurais mis à monter tout ça. Mais on y est, et c'est assez intriguant. Ouais, non, je vais regarder ça. Je suis très curieux. Je trouve que vraiment leurs séries enfin, quand tu vois leurs derniers films comme
Black Widow ou Les Éternels et tout, j'ai vraiment trouvé ça nul. Enfin, pour moi, il y a plus rien, quoi. Tu te dis, c'est vraiment le minimum syndical et encore et même moins. Et donc je trouve qu'en série, pour le coup, ils prennent beaucoup plus de risques, paradoxalement, et je m'y attendais pas à ça, donc ça va peut-être s'essouffler, mais voilà, curieux de voir Moon Knight. Je crois que j'ai fait le tour. Tu vois, je regarde pas beaucoup de séries, mais je regarde beaucoup de news pour savoir ce qui va sortir. Et est-ce que tu as peut-être un coup de cœur récent, une reco à nous faire sur une sortie plutôt récente? Probablement. Et Guillaume aussi, hein, si vous veux, moi j'en ai une, parce que ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu Radioactive justement. C'est pas du tout récent, attention, et c'est un jeu, de par le fait. C'est un jeu qui est sur mobile qui s'appelle Lifeline. Et en gros, c'est exactement le même principe que Radioactive, dans le sens où c'est vous qui êtes la personne dans le bunker, on va dire. Moi, j'ai fait la version grand froid, un truc comme ça, enfer blanc, un truc comme ça. Et en gros, c'est quelqu'un qui rentre en communication sur votre téléphone avec vous, en communication, en discussion type Messenger, et qui vient de s'écraser dans une montagne complètement enneigée et qui est complètement perdue et qui a besoin de votre aide, et il vous envoie, et en fait c'est pas un jeu auquel vous pouvez jouer 1 heure d'affilée, en fait vous allez recevoir ce message, donc au début c'est un petit peu plus long, mais il vous dit par exemple, tu penses que je dois aller plutôt chercher telle antenne à tel endroit, ou traverser la montagne pour voir s'il y a un village de l'autre côté, donc vous choisissez pour lui, dans le risque où il se plante et il décède, voilà. Et il vous dit, bon bah du coup je vais à l'antenne, donc on se revoit dans 1 heure, et 1 heure après il revient, vous recevez un message qui vous dit, voilà, je suis à l'antenne maintenant, qu'est-ce que je fais, etc. Et c'est très long, mais c'est des petites touches de jeu, et encore une fois, sur Radioactive, vous avez vraiment un affect en fait qui se crée avec la personne que vous êtes en train d'aider, qui est évidemment pas du tout réel, et c'est pas trop invasif comme jeu, voilà, c'est pas ça fait des notifications en plus, mais des notifications un peu plus fun que d'une personne dont vous devez sauver la vie, moi je suis tombé dessus par hasard, donc je sais pas du tout si c'est connu, je sais pas si vous connaissiez les gars cette série de jeux, donc ça coûte 2 € je crois sur l'App Store ou le Google Play Store, donc c'est en français ou pas? Moi on m'en avait parlé, c'est mais en français, ouais. Ah, okay. Ouais, enfin moi j'ai fait en version française, en tout cas enfer blanc. Ok, parce que quand j'en avais entendu parler, c'était pas encore traduit, je crois, donc ça m'avait refroidi. Ouais. J'avais fait effectivement, je sais plus quel épisode, peut-être bien même que j'en avais fait 2. Effectivement, c'est très malin ce côté asynchrone du jeu où tu dois attendre en effet que la personne te réponde. Ça donne vraiment du crédit à cet échange qui est... Enfin, c'est tout le sel du truc, et c'est vrai que histoire à embranchement et tout, donc il y a un côté un petit peu frustrant quand tu n'arrives pas à la vraie fin et que du tout tu dois un petit peu recommencer les choses, mais c'était très cool comme concept. Un peu jeu dont vous êtes le héros aussi quelque part, quoi. Donc tout ça fait que et c'est bien fichu, quoi. C'est vraiment très bien fichu pour ça, donc voilà. Si ça, c'était ma petite reco du jour. J'enchaîne avec quelque chose. Oserais-je recommander ça parce que c'est tellement connu, mais en ce moment j'ai enfin commencé à regarder The Leftovers, qui est disponible du coup chez nous sur OCS, série de Damon Lindelof qui avait fait suite à Lost, voilà. Ça rejoint un petit peu ce dont tu parlais, Valentin. Si tu connais pas, je t'invite à découvrir cette série-là parce que c'est du post-apo quelque part, puisque pour les rares personnes comme moi qui n'auraient jamais regardé The Leftovers, le pitch de base, c'est du jour au lendemain, 2% de la population disparaissent sans raison particulière, et 3 ans plus tard, personne ne sait toujours pas pourquoi, par quels moyens ils ont disparu, et la série raconte tout simplement l'effondrement un peu de la société en fait face à cette catastrophe qui en fait n'a ni explication ni vrai dommage matériel dans la société, hormis le vide que laissent les personnes, le vide qu'elles laissent chez les personnes. Ce qui est du coup hyper intéressant, c'est que on est centré à fond sur les personnages, donc on a la description d'une petite communauté d'une ville comme ça, avec évidemment le shérif en personnage principal, mais on découvre aussi le pasteur, le maire, et puis toute cette communauté de gens, les Guilty Remnants comme ça, qui ont décidé, là où j'en suis encore c'est très mystérieux, mais qui ont un peu décidé que la vie n'avait plus vraiment de sens, et qui s'amusent entre guillemets comme ça à fumer clope sur clope pour, j'imagine, abréger un peu leur souffrance, quoi. Mais ça, on va le découvrir, il y a 3 saisons, j'en suis vraiment qu'au début. Mais tu as pleuré déjà ou pas, Guillaume? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, non, mais la musique participe énormément. On parlait de la musique des emmerdeurs, mais la musique sur The Leftovers participe énormément c'est Max Richter, non qui fait de mémoire, ça doit être ça, effectivement, que j'avais en partie découvert
enfin, par le biais du compositeur de la série Tales of the Loop, qui Oui, avait oui, 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 oui. participé aussi à The Leftovers en tant que compositeur et C'était très cool qui aussi avait vraiment comme cette BO, parenté dans ses pianos Mm. comme ça, très nostalgique, très triste, quoi. Et oui, Mm. bah la série. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette série, certes, est très émouvante et donc t'invite très clairement à l'empathie des personnages et te provoque des émotions et tout ça si t'es un minimum réceptif à ça. Et en même temps, vis-à-vis de la période qu'on vient de vivre, qui était compliquée et qui a fait aussi que quelque part on s'est un petit peu éloignés les uns des autres, Mhm. et ben je sais pas pourquoi, mais elle me fait du bien quelque part aussi cette série parce qu'elle parle un peu de ça, de la manière dont on s'éloigne les uns des autres, de ses proches, dont on rompt le dialogue et en même temps dont on a du mal à le créer parce que on est dans l'incapacité d'avoir une communication parfois avec certaines personnes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que il y a un écho qui est hyper intéressant. Et voilà, donc série hyper culte. Mais si vous l'avez pas vue, bah, faites comme moi, commencez là parce que je pense que vous le regrettez pas. Elle a pas vieilli et les acteurs sont vraiment cool. Justine Theroux en, en premier lieu. Bah, tu m'as donné envie parce que pareil, j'en entends parler depuis des années. À chaque fois, Mm. j'ai pas pris le temps de regarder. Et puis c'est pas si long que ça en fait. Moi je pensais une série un peu fleuve. En fait, c'est 3 saisons de 10 épisodes. Ça Donc... va, c'est ma limite. Mais là, pour le coup, c'est moi qui l'ai pas terminé, The Leftovers. Moi, j'ai pas, ce côté, enfin, il faut vraiment être dans Ah un oui. bon mood de base, quoi. Faut vraiment être bien dans sa vie, bien dans ses pompes, parce que sinon, pour le coup, tu dis, en gros, il y a 30 épisodes, mais c'est pas une série que tu vas binger. Enfin, Ouais. vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais faut les encaisser les épisodes en fait. Tu vois, tu t'es fait un ou deux d'affilée, je vais me faire un truc un peu plus rigolo derrière parce que voilà, tu vas pas encaisser les 3 saisons d'affilée parce que sinon après t'es dans un mauvais état. Donc c'est génial, mais prenez le temps de digérer les épisodes peut-être et de les analyser un petit peu et voilà. Mais c'est évidemment une excellente série, bien Mm-mm. entendu. Valentin, est-ce que Non, bah, en fait, dernièrement, j'ai vu. Ça n'est pas c'est pas du tout du genre, donc ça marche pas. J'ai vu Succession dernièrement, et là, je regarde les Harry Potter parce que je les ai oubliés, et c'est drôle de les voir. On va pas partir là-dessus, mais c'est drôle de les voir avec du recul. Je les avais vus que j'avais lu les livres et que découvert à chaque sortie, et j'avais pas revu les films depuis. ouais. Donc là, je me remate tout, donc je vous ferai une autre analyse dans une autre émission. Beaucoup de choses à dire. Non, mais du coup, ouais, j'ai pas. Dernière série que j'ai regardée, justement, c'est pas trop de la fantasy. Donc, je me dis, je vais reparler de Good Omen, puisque on en parlait. De Bon Présage, je crois, qui est sur Amazon. Ouais. Parce que je sais pas. Alors, ma question, c'est que moi, j'avais lu le livre pour une fois. Et que du coup, je trouvais que c'était une bonne adaptation et ça m'a fait plaisir et que ça marchait bien. Mais je ne sais pas si on peut la regarder si elle marche bien vraiment quand on découvre tout, parce que comme c'est quand même assez complexe. Mais j'avais passé un très bon moment de vente, donc j'ai envie de dire tester de bons présages sur Amazon. Pour résumer très rapidement, c'est l'histoire d'un ange et d'un diable qui sont sur Terre depuis quelques années, qui sont devenus plus ou moins potes parce que de toute façon ils n'ont rien d'autre à faire. Et ils apprennent chacun de leur côté que l'apocalypse a été calé, donc je sais plus, c'est dans 7 ans où il y a une date quoi. Et en gros, tous les deux, ça les emmerde un peu parce que en fait, ils sont pas si mal et donc ils vont essayer d'empêcher chacun de leur côté, sachant qu'il y a le camp, du coup, un fait partie du camp du mal et l'autre du camp du bien, empêcher qu'il y ait l'apocalypse sur Terre. Et donc après, c'est c'est humoristique, c'est toute une galerie de personnages fous, liés ou pas avec la Bible. Et je précise au cas où, parce que là ça fait très religieux avec diable machin et tout, c'est pas du tout un truc religieux. Moi je suis pas je suis pas là-dedans, et du coup c'est vraiment c'est juste une mythologie qui est drôle de voir une fois en série quoi. Ce que fait un peu il y a un peu le côté Gaiman avait fait American Gods avec voilà les dieux d'un peu de tout on retrouve un peu ça avec des espèces de figures de la religion qui sont personnifiées, et c'est assez drôle. Très bien. Eh ben, très belle reco. Moi, c'est une série qui me tentait. Le livre aussi me tentait, donc tu conseilles de lire le livre avant, peut-être ou pas? Parce que c'est pas un livre très long, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, en fait, c'est ça, j'arrive pas à savoir. Moi, j'ai lu le livre, j'ai trouvé ça très drôle, et ça m'a
j'ai apprécié la série parce que je me suis dit, tiens, c'est vraiment une bonne adaptation, mais je sais pas si quand on n'a pas lu le livre, on comprend tout ce qui se passe. Ouais, oui, parce que du coup, j'avais toutes les indices, quoi, tous les trucs, mais voilà. Donc, je sais pas si toi tu l'as vu, Guillaume. J'ai pas lu le livre, mais du coup j'ai découvert la série parce que David Tennant, et en tant que fan de Doctor Who, évidemment, je ne loupe pas une obligatoire. série. Enfin non, c'est faux, j'ai pas vu beaucoup de choses qu'il a fait, mais les deux acteurs principaux sont vraiment cool, et j'ai pas eu particulièrement de problème à comprendre l'univers, etc. Et ouais, c'est très chouette, très anglais effectivement dans l'humour, comme il se doit. Découvrez la série parce que c'est pas très long. Non, c'est pas long. Et l'univers est chouette, effectivement. Très bien. Bien, merci pour ces petites recommandations. Valentin, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Askip, c'est en pause. C'est en pause pour le moment. On ne sait pas quand on reprend. Et puis là, on a pas mal de choses qui arrivent. Parce que potentiellement, on pensait reprendre en 2022. Mais du coup, là, en fait, ça va être compliqué. Donc, Askip, je sais pas quand on reprend. Mais tous les replays sont sur la chaîne YouTube d'Askip, Askip Replay. Donc c'est en gros une émission qu'on faisait avec Julien Josselin et Stéphane Carlo, où on reçoit des invités et on fait des jeux avec eux, jeux vidéo et jeux sur le plateau, un peu genre quiz un peu décalé et tout. Et du coup voilà, et donc vous pouvez me voir là-dedans si vous voulez regarder les replays d'Askip. Et sinon, suivez-moi sur les différents réseaux, et puis j'essaierai de vous dire quand je fais des trucs. Mais ce qui arrive le plus vite, c'est donc le court-métrage de Julien, sur lequel je participe un peu, et la bande dessinée le 27 avril. Contre-soirée, pas d'épisode 2. J'ai bien kiffé l'épisode 1 de mon côté, et du coup je me... Si, on aimerait bien. C'est juste là, c'est des problèmes d'emploi du temps, mais on aimerait bien en faire... En fait, on voulait enregistrer... 3 épisodes d'un coup, quoi, pour pouvoir en poster genre un par mois. C'est sûr, on aimerait bien, c'est peut-être un peu plus tard. En fait, là, on a des choses qui arrivent. Moi, j'ai un tournage qui arrive, qui va me prendre beaucoup de temps. Et du coup, voilà. C'est pour ça que ça décale un peu tout. Très bien. Bah, merci beaucoup, Valentin, pour cet entretien, encore une fois, super intéressant. Donc, merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. D'avoir pu concrétiser après ce calendrier de l'Avent, cette petite capsule. Là, on a bien pris le temps de parler de tes séries et de tes projets. Donc, voilà. Merci beaucoup. Pour ce qui est de Spoilers, le podcast est évidemment disponible sur toutes les plateformes, Spotify, tout ça et compagnie. N'hésitez pas à aller sur les plateformes. Et n'hésitez pas à mettre une petite note. C'est quelque chose qu'on n'a jamais demandé, mais voilà, si l'envie vous prend de laisser un petit bonus sur les plateformes, c'est un énorme soutien pour nous, donc vraiment n'hésitez pas. Évidemment, les réseaux sociaux, Twitter principalement, voilà, on vous attend nombreux et nombreuses, donc voilà, n'hésitez pas, et allez suivre évidemment Valentin sur ses réseaux. Merci encore Valentin, merci Guillaume. Merci à vous. Merci CHP. On se dit à très vite dans Spoilers. Salut. Salut. Allez, salut.